La cité perdue d'Atlantis. Mythe, réalité ou dissimulation délibérée. La cité perdue de l'Atlantide fait l'objet de spéculations depuis des siècles, introduite pour la première fois par le philosophe grec Platon dans ses dialogues. Timée et Critique écrit vers 360 av. J.C. Dans ses textes, Platon décrit une civilisation puissante et technologiquement avancée qui aurait existé environ 90 ans avant son époque. Il affirmait que l'Atlantide se situait au-delà des colonnes d'Héraclès, communément comprises comme faisant référence au détroit de Gibraltar. Selon Platon, l'Atlantide était une grande nation insulaire qui mena une guerre contre Athènes et d'autres parties du monde connues. Après l'échec de sa conquête, l'île aurait sombré dans la mer en un seul jour et une seule nuit de malheur. Aucune preuve archéologique n'a confirmé l'existence d'une telle cité, et la plupart des spécialistes s'accordent à dire que Platon a probablement utilisé l'Atlantide comme un procédé littéraire pour explorer des idées philosophiques telles que les conséquences de l'orgueil, l'état idéal et le conflit entre civilisation et barbarie. Au fil du temps, diverses interprétations du récit de l'Atlantide ont émergé, allant de l'allégorie symbolique à l'histoire spéculative. À la Renaissance, un regain d'intérêt pour les textes classiques a remis l'histoire de Platon au premier plan, incitant certains penseurs à rechercher des correspondances historiques et géographiques. À l'époque moderne, le mythe a été adapté et enrichi par des écrivains, des pseudo-scientifiques et des occultistes qui ont lié l'Atlantide à des théories impliquant des civilisations disparues, des connaissances préhistoriques avancées ou une intervention extraterrestre. Plusieurs localisations proposées pour l'Atlantide incluent des régions telles que la Méditerranée, les Caraïbes, l'Antarctique, et même des structures submergées près du Japon et des Bahamas, bien qu'aucune n'ait été confirmée par l'archéologie ou la géologie conventionnelle. La fascination persistante pour l'Atlantide peut être attribuée en partie à son ambiguïté, qui autorise de multiples interprétations. Certains chercheurs suggèrent que Platon pourrait s'être inspiré de mythes plus anciens ou de récits exagérés de catastrophes naturelles, telles que des éruptions volcaniques ou des tsunamis, faisant peu être référence à des événements comme la destruction de la civilisation minoenne sur l'île de Terra. D'autres soutiennent que l'absence de documents corroborant cette histoire dans d'autres sources contemporaines, notamment les textes égyptiens que Platon attribuait à sa source, compromet sa crédibilité. De ce fait, l'Atlantide est généralement considérée comme une légende plutôt que comme une réalité historique. Une interprétation plus spéculative soutient que la connaissance de l'Atlantide pourrait avoir été délibérément dissimulée ou effacée, soit par des sociétés antiques souhaitant effacer le souvenir d'un cataclysme, soit par des institutions modernes motivées par des raisons politiques ou idéologiques. Les tenants de cette théorie affirment souvent que des artefacts anormaux ou des structures sous-marines inexpliquées ont été ignorés ou déformés par les universitaires afin de maintenir des récits établis. Cependant, de telles affirmations ne sont généralement pas étayées par des données vérifiables, ni par des recherches évaluées par des pairs. Les normes méthodologiques de la recherche historique et de l'archéologie exigent une documentation rigoureuse, un contexte stratigraphique et une reproductibilité, critères que les prétendues découvertes liées à l'Atlantide ne remplissent souvent pas. Par conséquent, l'idée d'une dissimulation délibérée reste spéculative et dépasse les limites de la recherche conventionnelle. Certains chercheurs ont tenté de réinterpréter le récit de Platon à travers le prisme de la mythologie comparée, considérant l'Atlantide comme une construction métaphorique similaire au mythe du déluge présent dans de nombreuses cultures. Ces récits servent souvent de leçons morales ou d'explications cosmologiques plutôt que de récits d'événements concrets. Dans ce cadre, l'Atlantide devient une histoire d'ambition humaine, de déclin et de fragilité de l'ordre social. Qu'elle soit considérée comme une fiction, une mémoire déformée ou une invention délibérée, l'histoire de l'Atlantide perdure dans la culture populaire où elle a été présentée dans la littérature, le cinéma et la théorie spéculative. Malgré un intérêt constant, aucune preuve concluante n'a émergé permettant de faire passer l'Atlantide du mythe à l'histoire vérifiée. L'absence de données définitives, les incohérences dans les localisations proposées et le manque de sources anciennes corroborantes continuent de conforter l'opinion académique dominante selon laquelle l'Atlantide est une allégorie philosophique plutôt qu'un récit factuel
En attendant que des preuves crédibles répondant aux critères de l'enquête historique et archéologique apparaissent, la cité perdue d'Atlantide reste mieux comprise comme une construction mythique, une spéculation ou une création narrative délibérée, plutôt que comme une civilisation réelle cachée par le temps ou l'intention. La fascination qu'exerce l'Atlantide dépasse de loin les frontières de la philosophie antique ou de la spéculation historique. Ce récit, tel qu'initié par Platon, a survécu à des siècles de critiques, de relecture et de réinterprétation, tantôt comme simple mythe, tantôt comme possible souvenir lointain d'un cataclysme oublié. Cette ambiguïté, précisément, est ce qui alimente encore aujourd'hui l'intérêt général pour cette cité perdue, entre les domaines de la science, de la littérature, de l'ésotérisme et de la culture populaire. Les éléments de la narration platonicienne sont suffisamment précis pour captiver l'imagination, mais aussi assez flous pour permettre toutes sortes d'extrapolations. L'Atlantide devient alors un miroir dans lequel chaque époque projette ses préoccupations, ses fantasmes, ses peurs et ses désirs. Certains voient dans le récit une critique philosophique déguisée en histoire, d'autres y lisent une trace altérée de véritables événements historiques, mal compris ou mal transmis au fil du temps. Il est notable que Platon lui-même ait été clair sur l'intention philosophique de son œuvre, et que son usage de l'Atlantide ait servi à mettre en relief la vertu de la cité idéale, Athènes, opposée à l'orgueil et à la décadence atlante. Mais même en reconnaissant cette intention, on ne peut ignorer l'impact durable que ce récit a eu sur l'imaginaire collectif. À chaque époque, des penseurs, des explorateurs ou des rêveurs ont cherché, parfois obsessionnellement, à retrouver les traces de cette civilisation engloutie. Cette recherche s'est souvent détachée du strict cadre académique, donnant lieu à des hypothèses marginales, à des explorations empiriques peu rigoureuses, voire à des théories complotistes. L'Atlantide a ainsi été associée à des structures mégalithiques, à des civilisations précolombiennes, à des pyramides sous-marines ou à des cartes anciennes. Des écrivains comme Ignatius Donnelly au XIXe siècle ont popularisé l'idée que l'Atlantide aurait été le berceau de toutes les grandes civilisations anciennes, influençant l'Égypte, les Amériques et l'Europe. Bien que largement discréditée aujourd'hui, cette vision diffusionniste a jeté les bases de nombreuses spéculations modernes. La transition de l'Atlantide d'un sujet académique vers un thème ésotérique ou pseudo-scientifique est marquée par l'intervention d'auteurs comme Helena Blavatsky ou Edgar Cayce, qui ont incorporé la cité dans des visions mystiques de l'histoire humaine. Pour eux, l'Atlantide n'était pas seulement une civilisation perdue, mais un stade évolutif supérieur, voire spirituel dans l'histoire de l'humanité. Des théories plus contemporaines ont encore poussé l'audace plus loin, en intégrant l'Atlantide dans des récits impliquant des technologies impossibles, des voyages interstellaires ou des contacts extraterrestres. Ce glissement progressif vers le fantastique montre combien le récit peut être malléable et ouvert à l'interprétation. Mais il révèle aussi un autre phénomène, la difficulté à accepter les zones d'ombre dans notre compréhension du passé. L'Atlantide devient un support pour exprimer le malaise moderne face aux limites de la science ou à l'absence de réponses claires sur les origines de certaines connaissances anciennes. Plutôt que de rester dans l'incertitude, certains préfèrent construire une alternative séduisante, même si elle s'éloigne des faits vérifiables. Cette dynamique s'observe également dans la manière dont les découvertes archéologiques sont parfois interprétées. Des anomalies géologiques, des formations naturelles atypiques ou des artefacts mal identifiés deviennent, dans l'esprit de certains, des preuves indirectes d'une Atlantide dissimulée. Cette tendance à relier l'inexplicable à un récit préexistant n'est pas propre à l'Atlantide. Elle se retrouve dans d'autres mythes persistants, comme ceux de Mu, de Lémurie, ou de civilisations martiennes disparues. Ce besoin de retrouver une mémoire perdue, souvent idéalisée, révèle une part profonde de la psyché humaine. Celle qui cherche des origines nobles, une sagesse oubliée, une grandeur passée qui donnerait un sens au présent. Dans le cas de l'Atlantide, cela se traduit par l'idée que nous aurions perdu un savoir précieux, soit par négligence, soit par volonté délibérée de le faire disparaître. C'est ici qu'apparaît la théorie de la dissimulation volontaire. Selon ses partisans,
les élites académiques ou politiques auraient un intérêt à taire l'existence de l'Atlantide afin de maintenir un certain récit officiel de l'histoire humaine. La disparition de la 9e Légion romaine. Disparue sans laisser de traces, la disparition de la 9e Légion romaine, également connue sous le nom de Legio Novi Hispana, reste l'un des événements non élucidés de l'histoire militaire romaine. La 9e Légion fut initialement formée à la fin de la République romaine, probablement par Pompée ou Jules César, et participa à diverses campagnes, dont la conquête de la Gaule par César. Elle obtint plus tard le titre d'Hispana après son service en Hispanie et devint une unité réputée au sein de l'armée romaine. Après plusieurs affectations, la Légion fut finalement stationnée en Bretagne après l'invasion romaine de 43 Aper, J.C. Elle joua un rôle dans la répression de soulèvements, notamment la révolte menée par Boadicée en 60 ou 61 Aper, J.C., au cours de laquelle la Légion subit des pertes importantes sans être détruite. La dernière mention documentée de la 9e Légion en Bretagne apparaît dans des inscriptions et des documents datant du début du IIe siècle, vers 108 Aper, G.C. Après cette période, il n'existe plus aucune preuve directe de la présence de l'unité en Bretagne ni ailleurs dans l'Empire romain. L'absence d'inscriptions, d'affichage ou de citations ultérieures pour la Legio Novi Hispana a conduit à spéculer sur une possible destruction ou dissolution de la Légion dans des circonstances obscures. Une théorie suggère que la 9e Légion aurait été anéantie lors d'une campagne militaire dans le nord de la Bretagne, peut être lors d'un conflit non documenté avec des tribus locales situées au-delà du territoire sous contrôle romain. Cette théorie est corroborée par la construction du mur d'Adrien à partir de 122 Apr, J.C., ce qui pourrait refléter les préoccupations croissantes des Romains quant à la sécurité de la frontière nord. Cependant, aucune trace archéologique d'une bataille décisive impliquant la 9e Légion n'a été découverte en Bretagne. Une autre hypothèse propose que la Légion ait été transférée de Bretagne vers une autre province, comme le Rhin ou les frontières orientales, et ait été détruite ultérieurement lors d'un autre conflit. Certains chercheurs citent une pierre tombale à Nimègue, dans les actuels Pays-Bas, qui fait référence à des officiers possiblement liés à la 9e Légion, bien que les preuves restent peu concluantes. Les archives militaires romaines du IIe siècle sont incomplètes, et des lacunes dans la documentation rendent difficile de confirmer le sort de l'unité. Une autre possibilité est que la Légion ait été discrètement dissoute ou fusionnée avec une autre unité à la suite de lourdes pertes ou de décisions administratives. Ce phénomène n'aurait pas été sans précédent, car l'armée romaine réorganisait fréquemment ses forces et retirait parfois des unités des listes officielles sans explication détaillée. L'absence de documents définitifs laisse l'événement ouvert à l'interprétation. L'intérêt du public pour le sort de la 9e Légion s'est accru à l'époque moderne, diverses œuvres de fiction présentant des versions dramatiques et spéculatives de sa disparition. Ces représentations ne reposent sur aucune preuve historique primaire et ont contribué à entretenir des idées fausses sur la fin de la Légion. Le consensus académique maintient que le sort exact de la 9e Légion ne peut être déterminé avec les preuves actuelles. L'absence de sources écrites contemporaines, combinée à la faible conservation des archives militaires romaines, signifie que toute conclusion reste spéculative. Les tentatives d'identifier le sort de la Légion à partir de preuves circonstancielles ou indirectes n'ont pas apporté de réponse définitive. Aucun historien de la Rome antique ne fournit de récit clair de la destruction ou du retrait de la Légion, et aucun site archéologique n'a livré de vestiges matériels permettant d'établir un lien concluant avec sa disparition. Des théories impliquant une défaite catastrophique, un redéploiement secret ou une suppression délibérée des archives sont possibles, mais restent non prouvées. Les pratiques administratives romaines impliquaient parfois la réaffectation ou le changement de nom des légions, ce qui pourrait également expliquer leur disparition apparente. Compte tenu de la nature fragmentaire de la documentation de l'époque romaine, un tel résultat ne serait pas inhabituel. En attendant de nouvelles découvertes archéologiques ou la découverte de documents jusqu'alors inconnus, le sort de la 9e Légion reste incertain. Le silence historique qui a suivi sa dernière présence attestée a donné lieu à de multiples interprétations, mais sans résolution définitive. Pour l'instant, la disparition de la 9e Légion romaine reste une question ouverte dans l'histoire militaire romaine, marquée par l'absence de conclusions vérifiables
et de preuves corroborantes susceptibles d'éclaircir ses derniers déplacements ou sa fin ultime. Les secrets sous le Sphinx. Que se cache-t-il sous le plus ancien monument d'Égypte? Le grand Sphinx de Gizeh est l'un des monuments les plus emblématiques de l'Égypte antique. Situé sur le plateau de Gizeh, près des pyramides, cette statue en calcaire mesure environ 73 mètres de long et 20 mètres de haut. Elle représente un lion couché à tête humaine, largement considéré comme le pharaon Khéphren, qui régna sous la 4e dynastie vers 2500 Av. J.C. La fonction du sphinx fait toujours l'objet de discussions parmi les érudits, mais il est généralement interprété comme un symbole de pouvoir et de protection royale. Malgré des recherches approfondies, de nombreuses questions subsistent quant à la structure, notamment quant à ce qui se cache en dessous. Les études et fouilles géologiques menées au cours des dernières décennies ont révélé la présence d'anomalies souterraines, notamment des cavités et des tunnels sous le sphinx. Ces caractéristiques ont été détectées à l'aide d'un géoradar et d'autres technologies non invasives. Si certaines de ces caractéristiques souterraines semblent être des fissures naturelles dans le substrat rocheux, d'autres pourraient être artificielles. Il n'existe aucune preuve concluante que ces vides contiennent des chambres ou des artefacts. Cependant, l'existence de zones creuses a alimenté de nombreuses spéculations. Une théorie suggère l'existence de chambres ou de passages secrets sous le monument, susceptibles de contenir des textes, des reliques ou des archives d'une civilisation disparue. Cette idée a gagné en popularité à la fin du XXe siècle grâce à des interprétations marginales de textes anciens et d'écrits ésotériques. Certains partisans font référence à la salle des archives, une archive légendaire censée contenir la sagesse d'une culture disparue. L'archéologie conventionnelle ne dispose d'aucune preuve de l'existence d'une telle chambre, et les autorités égyptiennes n'ont vérifié aucune découverte de cette nature. Les fouilles officielles menées par l'autorité des antiquités égyptiennes n'ont révélé aucune pièce cachée sous le sphinx. Les entrées ou puits connus dans la zone ont été explorés et n'ont pas donné lieu à des découvertes significatives. De plus, les préoccupations concernant la préservation du monument ont limité l'ampleur des forages directs ou des explorations invasives. Le sphinx a subi une érosion importante au fil des siècles, et les efforts de conservation ont pris le pas sur les fouilles spéculatives. Certains chercheurs affirment que le sphinx est plus ancien que ne le suggère la datation conventionnelle. Cette théorie repose sur des arguments impliquant des traces d'érosion sur le corps du monument. Ces partisans suggèrent que l'érosion pourrait être due à l'eau plutôt qu'au vent et au sable, ce qui impliquerait que la structure serait antérieure à l'Ancien Empire et pourrait avoir plus de 10 000 ans. Cette affirmation est contestée par la plupart des géologues et des égyptologues qui attribuent l'usure à une exposition prolongée au désert et à des pluies périodiques pendant des millénaires. La tête du sphinx semble disproportionnée par rapport au corps, ce qui conduit certains à suggérer qu'elle pourrait avoir été sculptée à partir d'une structure antérieure. Cependant, cette hypothèse reste spéculative, aucune preuve définitive ne confirmant de telles altérations. Des inscriptions de l'époque du pharaon Thoutmôsis IV, qui régna pendant la 18e dynastie, décrivent un rêve dans lequel le sphinx promet la royauté au prince s'il enlève le sable qui le recouvre. Cette inscription, connue sous le nom de stèle du rêve, se trouve entre les pattes du sphinx et confirme que le monument a été enseveli sous le sable pendant de longues périodes, même dans l'Antiquité. Des restaurations ont été menées à de nombreuses reprises au cours de l'histoire, notamment au Nouvel Empire et à l'époque moderne. Malgré ces activités, la structure centrale est restée en grande partie intacte. La recherche de chambres cachées sous le sphinx continue de susciter l'intérêt. Mais à ce jour, aucune découverte vérifiée n'a modifié la compréhension conventionnelle de l'origine ou de la fonction du monument. L'opinion académique dominante soutient que le grand sphinx a été construit sous le règne de Khéphren, à l'aide d'outils et de méthodes dont disposaient les anciens Égyptiens à cette époque. Tout élément sous la statue est considéré comme une formation géologique ou une cavité structurelle mineure. Le monument continue d'être étudié et surveillé, les investigations futures s'appuyant sur les progrès des technologies non invasives. En attendant de nouvelles preuves, l'espace sous le sphinx reste une zone d'accès limitée et d'importance confirmée minimale,
et ces mystères sont principalement compris grâce aux données archéologiques et géologiques existantes plutôt qu'à des découvertes cachées ou inconnues. La disparition de la civilisation de la vallée de l'Indus, effondrement ou dissimulation. La civilisation de la vallée de l'Indus, également connue sous le nom de civilisation harapéenne, fut l'une des premières sociétés urbaines de l'histoire de l'humanité. Elle apparut vers 2600 Save, JC dans le nord-ouest du sous-continent indien et s'étendit sur certaines parties de l'actuel Pakistan et de l'ouest de l'Inde. De grandes villes comme Harappa, Mohenjo-Daro et Dholavira présentaient des caractéristiques avancées, notamment un plan en damier, des systèmes de drainage sophistiqués, des poids standardisés et des traces d'échanges commerciaux avec des régions lointaines. Le système d'écriture de la civilisation reste indéchiffré et aucun texte historique définitif n'a été retrouvé. Les découvertes archéologiques suggèrent une société dotée d'une gouvernance organisée, d'une spécialisation artisanale et d'une économie agricole stable. Malgré ces progrès, la civilisation connut un déclin progressif et semble avoir été abandonnée vers 1300 Av. J.C. Les raisons de sa disparition sont étudiées depuis plus d'un siècle. Une théorie largement acceptée attribue ce déclin aux changements environnementaux, notamment l'assèchement de rivières comme la Jagar-Akra, que certains considèrent comme l'ancienne Sarasvati. Les changements dans les régimes de mousson pourraient avoir entraîné une diminution des précipitations, réduisant la productivité agricole et forçant les populations à migrer. Les données géologiques et satellitaires étayent l'hypothèse d'un changement hydrologique important dans la région à la fin du deuxième millénaire avant notre ère. Un autre facteur contributif pourrait être l'épuisement des ressources, la salinisation des sols ou d'autres stress écologiques ayant compromis la durabilité urbaine. Il existe peu de preuves de guerre à grande échelle ou d'invasion extérieure, bien que certaines interprétations antérieures aient suggéré que les migrations indo-aryennes aient joué un rôle dans l'effondrement. Ces interprétations se fondaient sur des lectures de textes védiques du début du XXe siècle, qui décrivaient des conflits entre différents groupes culturels. Cependant, les recherches plus récentes n'ont pas apporté de preuves archéologiques d'une conquête violente des villes harapéennes. Les preuves suggèrent plutôt un lent dépeuplement et une transformation des modes de peuplement. Les centres urbains ont été progressivement remplacés par des communautés rurales plus petites, et de nombreux éléments de la culture harapéenne ont perduré dans les traditions ultérieures. L'absence de documents écrits sur la civilisation elle-même limite la capacité à reconstituer les événements en détail. En conséquence, diverses théories alternatives ont émergé, certaines suggérant que le déclin pourrait avoir impliqué des efforts délibérés pour effacer ou supprimer certains aspects du savoir ou de l'influence de la civilisation. Ces idées citent souvent le manque de continuité dans l'écriture, l'abandon soudain de l'urbanisme et les lacunes du récit historique. Certains suggèrent que les changements politiques ou idéologiques des périodes ultérieures pourraient avoir conduit à la réinterprétation ou à la marginalisation de l'héritage harapéen. D'autres suggèrent que des preuves archéologiques clés ont été perdues, négligées ou déformées en raison des frontières politiques modernes et des biais institutionnels. Bien qu'il n'existe aucune preuve vérifiable d'une dissimulation systématique, le contexte historique complexe de la région, impliquant plusieurs États-nations et des interprétations concurrentes du patrimoine culturel, a influencé les priorités de recherche et les discours publics. La localisation des principaux sites harapéens au-delà des frontières nationales modernes a rendu plus difficile la réalisation d'une enquête unifiée. De plus, des cadres scientifiques divergents et un accès limité à certaines données de fouilles ont alimenté les spéculations sur ce qui pourrait rester inconnu ou non divulgué. Cependant, l'archéologie traditionnelle continue de se concentrer sur les méthodes empiriques, notamment la stratigraphie, l'analyse des matériaux et les études environnementales. Les fouilles du siècle dernier ont mis au jour des milliers d'artefacts, de vestiges architecturaux et de sites funéraires qui enrichissent les connaissances actuelles. La plupart des chercheurs s'accordent à dire que le déclin de la civilisation de la vallée de l'Indus résulte de changements environnementaux et sociaux progressifs plutôt que d'une catastrophe soudaine ou d'une suppression externe.
Le système d'écriture de cette civilisation demeure un mystère central, et son impossibilité de déchiffrer cette écriture a empêché toute compréhension directe des pensées, de l'administration ou des événements consignés. Cette absence crée un vide parfois comblé par des affirmations non vérifiées ou des théories spéculatives. Les manuscrits de la mer morte, que ne savons-nous toujours pas et pourquoi? Les manuscrits de la mer morte sont un recueil de textes juifs anciens découverts entre 1947 et 1956 dans 11 grottes près du site archéologique de Qumran, situé sur la rive nord-ouest de la mer morte. Datant du IIIe siècle avant J.C. au 1er siècle de notre ère, ils comprennent des manuscrits bibliques, des écrits sectaires et d'autres documents religieux. Rédigés principalement en hébreu, avec quelques passages en araméen et quelques-uns en grec, ils offrent un aperçu précieux des croyances, des pratiques et des traditions textuelles religieuses des communautés juives à l'époque du Second Temple. Malgré des décennies d'études, de nombreux aspects de ces manuscrits restent obscurs. L'une des principales incertitudes concerne l'identité du groupe responsable de leur collecte et de leur conservation. La théorie la plus largement répandue attribue les textes à une secte juive connue sous le nom des Esséniens, décrite par des auteurs anciens tels que Joseph, Philon et Pline l'Ancien. Des vestiges archéologiques découverts sur le site voisin de Qumran, notamment des bains rituels, des installations communes et des outils de fabrication d'encre, corroborent cette association. Cependant, certains chercheurs remettent en question cette identification, suggérant que les rouleaux pourraient représenter un ensemble plus vaste d'écrits de divers groupes juifs de l'époque, possiblement conservés dans les grottes pendant des périodes de crise, comme les campagnes romaines en Judée. L'absence d'inscription définitive reliant les rouleaux à une seule communauté laisse la question en suspens. Une autre question non résolue concerne le contenu intégral des rouleaux. Bien que des milliers de fragments aient été retrouvés, beaucoup sont endommagés, incomplets ou mal conservés. Les travaux de reconstruction se poursuivent et de nouvelles techniques, notamment l'imagerie numérique et l'analyse spectrale, ont amélioré la lecture des textes effacés. Néanmoins, une vision complète reste difficile à établir. Certains rouleaux n'ont pas été intégralement publiés ou analysés en raison de leur état, d'un accès limité ou de controverses scientifiques. Au cours des décennies précédentes, l'accès à de nombreux fragments était limité à un petit groupe de chercheurs, ce qui a entraîné des critiques et des retards dans le processus de publication. Bien que la plupart des textes aient maintenant été publiés, les débats persistent quant à leur interprétation et à leur organisation. Les rouleaux soulèvent également des questions sur l'évolution de la Bible hébraïque. Parmi les textes figurent des copies de presque tous les livres ultérieurement inclus dans le canon biblique, à l'exception d'Esther. Certaines versions diffèrent du texte massorétique standard, suggérant que le texte biblique était encore fluide à cette époque. Des variations et des compositions jusqu'alors inconnues, comme le livre d'Enoch et le rouleau de guerre, illustrent la diversité de la pensée religieuse au début du judaïsme. Cependant, les spécialistes ne comprennent pas pleinement le lien entre ces textes et les développements canoniques ultérieurs. L'absence de commentaires ou d'explications dans de nombreux rouleaux complique les efforts visant à déterminer leur usage prévu ou leur signification théologique. Le contexte historique des rouleaux n'est pas non plus entièrement clair. Bien qu'ils aient probablement été cachés pendant la première guerre judéo-romaine vers 70 apres, J.C. La chronologie précise de leur composition et de leur collecte reste incertaine. La datation au radiocarbone et l'analyse paléographique fournissent des fourchettes approximatives, mais il est difficile d'établir des dates exactes pour chaque texte. Le contexte politique et religieux dans lequel les rouleaux ont été rédigés, notamment les relations entre les différentes sectes juives et entre les Juifs et les autorités romaines, n'est que partiellement compris grâce à ces documents. Un autre problème concerne la possibilité de textes non découverts. Certains chercheurs pensent que d'autres manuscrits pourraient exister dans des zones inexplorées ou inaccessibles près de Qumran ou ailleurs dans le désert de Judée. Les pillages et les fouilles non autorisées du milieu du XXe siècle pourraient avoir emporté certains matériaux avant qu'une documentation adéquate ne soit possible. Les recherches archéologiques modernes sont plus systématiques
mais des difficultés politiques et logistiques limitent l'accès à certaines zones. De plus, certains manuscrits ou fragments pourraient demeurer dans des collections privées, non documentées et inaccessibles à l'examen scientifique. Malgré des décennies de recherche, des lacunes persistent dans les connaissances en raison de la nature fragmentaire des manuscrits, de publications incomplètes, d'une provenance incertaine et de questions historiques non résolues. La disparition des Étrusques, assimilation ou identité effacée. Les Étrusques étaient une civilisation antique qui prospéra en Italie centrale entre le 8e et le 3e siècle avant J.C. Leur territoire, appelé Étrurie, englobait des parties de la Toscane, du Latium et de l'Ombrie actuelle. Les Étrusques développèrent une société complexe caractérisée par l'urbanisation, une métallurgie avancée, une religion organisée et de vastes réseaux commerciaux. Leur influence s'étendit à toute la péninsule italienne, notamment grâce aux échanges culturels avec les Grecs et les Phéniciens. L'art, l'architecture et les pratiques religieuses étrusques eurent un impact significatif sur la culture romaine primitive. Malgré leur importance, les Étrusques disparurent progressivement en tant qu'entité culturelle et politique distincte. Au 1er siècle avant J.C., toute référence à l'identité étrusque avait largement disparu des documents historiques. La disparition des Étrusques a suscité un débat scientifique permanent sur la question de savoir si leur déclin résultait d'une assimilation progressive à la société romaine ou d'un effacement plus brutal de leur identité culturelle. Une explication privilégie le processus d'assimilation. À mesure que Rome étendit son territoire, elle absorba les communautés voisines, dont les Étrusques. Cette intégration s'est étalée sur plusieurs siècles, combinant conquête militaire, alliances politiques et adaptation culturelle. Certaines cités étrusques furent placées sous contrôle romain dès le V siècle avant J.C. À la fin du V siècle avant J.C., la République romaine avait soumis la majeure partie de l'Étrurie. Les élites étrusques obtinrent la citoyenneté romaine et nombre d'entre elles adoptèrent les coutumes, la langue et les structures politiques romaines. Le latin finit par remplacer la langue étrusque, déjà peu répandue et dépourvue de tradition littéraire. Au fil du temps, les jeunes générations des régions étrusques s'identifièrent davantage aux institutions romaines qu'à leur héritage ancestral. La culture matérielle des anciennes cités étrusques commença à refléter les styles romains dans l'architecture, la poterie et l'iconographie religieuse. Les inscriptions en langue étrusque se firent de plus en plus rares et les monuments publics privilégièrent le latin. Ce changement progressif suggère un processus continu de métissage culturel plutôt qu'une fin brutale. Une autre perspective envisage la possibilité que certains aspects de l'identité étrusque aient été délibérément marginalisés ou supprimés. Les auteurs romains ont rarement dépeint les Étrusques en détail et les ont souvent présentés à travers un prisme romanisé. Tout en reconnaissant leur influence sur la religion et la gouvernance romaine primitive, les sources romaines n'ont pas conservé de récits exhaustifs des croyances, de l'histoire et de la littérature étrusque. La survie limitée des textes étrusques, rédigés dans une langue non indo-européenne et dont l'écriture était partiellement comprise, a entravé les efforts de reconstruction de leur vision du monde. La plupart des écrits étrusques survivants sont de courtes inscriptions funéraires ou votives, offrant un contexte minimal. L'absence d'œuvres littéraires approfondies ou de documents historiques sur les Étrusques eux-mêmes signifie que la majeure partie de ce que l'on sait d'eux provient de l'archéologie et de sources grecques, romaines. Ces récits externes peuvent refléter des préjugés culturels ou une simplification. La domination romaine dans la région a probablement façonné la façon dont la culture étrusque a été mémorisée ou oubliée. Les institutions publiques, les rituels civiques et les systèmes éducatifs ont promu les valeurs romaines, ce qui a potentiellement freiné la préservation des traditions locales. Que ce soit intentionnel ou fortuit, ce processus a contribué à l'affaiblissement de l'identité étrusque. Des preuves archéologiques indiquent que certaines pratiques et certains symboles religieux étrusques ont persisté à l'époque romaine, souvent intégrés aux coutumes romaines. Cependant, ces éléments ont été réinterprétés dans un cadre romain, perdant ainsi leur contexte d'origine. Les Étrusques n'ont pas laissé d'héritage politique ou littéraire fort pour contrebalancer cette transformation. De ce fait, ils ont été progressivement absorbés par l'identité romaine au sens large. La distinction entre assimilation et effacement n'est pas toujours claire.
Le changement culturel peut se produire aussi bien par adoption volontaire que par conformité imposée. Dans le cas des Étrusques, les preuves disponibles suggèrent une combinaison de facteurs, notamment la conquête militaire, l'intégration politique, le remplacement linguistique et l'oubli historique. La civilisation n'a pas disparu subitement, mais s'est transformée au fil du temps jusqu'à disparaître en tant qu'entité distincte. L'héritage des Étrusques subsiste à travers des artefacts, des tombes, des inscriptions et l'influence qu'ils ont exercée sur le développement de la Rome primitive. Cependant, leur disparition en tant que peuple distinct reflète les processus complexes et souvent non documentés par lesquels les cultures évoluent, fusionnent ou tombent dans l'oubli. Sans témoignage écrit des Étrusques eux-mêmes, de nombreux aspects de leur société demeurent incertains. La disparition des Étrusques reste un exemple de la manière dont l'identité historique peut s'estomper à travers des changements progressifs, une mémoire sélective et les récits dominants des civilisations qui lui ont succédé. La lente disparition des Étrusques, loin d'être le simple effacement brutal d'une culture, constitue un processus complexe et graduel où les facettes de leur identité furent peu à peu diluées dans l'expansion romaine, tout en laissant derrière elles des traces subtiles mais durables. À mesure que les cités étrusques se fondaient dans la République, les cadres sociaux et politiques locaux se métamorphosaient sous l'impulsion des institutions romaines. Les magistratures municipales, directement inspirées des modèles romains, se substituèrent aux anciens conseils de notables étrusques, dont les noms et les lignages, jadis gravés dans la pierre, s'évanouirent dans l'anonymat de documents désormais perdus ou remodelés selon les nécessités administratives romaines. Les élites locales, soucieuses de conserver leur statut et leurs privilèges, adoptèrent la citoyenneté romaine et participèrent activement à la vie publique de Rome, prêtant serment de fidélité au Sénat et aux consuls, tout en abandonnant progressivement leurs rites ancestraux au profit des cérémonies officielles qui rythmaient désormais leur existence. La langue étrusque, isolée et sans véritable littérature savante, se trouva particulièrement vulnérable face à la diffusion du latin, véhicule de la communication officielle, du commerce et de la culture écrite. Les inscriptions funéraires, jadis rédigées dans une langue dont l'alphabet dérivait peu, être du phénicien, cédèrent la place au latin, devenu signe d'appartenance à la communauté élargie de l'Empire. Les rares textes étrusques restants, friables échos d'une tradition orale et liturgique presque totalement perdue, furent relégués au rang de curiosités archéologiques, déchiffrés laborieusement à la Renaissance puis régulièrement interprétés à travers le prisme des langues indo-européennes. Cette marginalisation linguistique reflète non seulement l'assimilation passive par le bas peuple, mais aussi un certain désintérêt des Romains et de leurs successeurs pour la préservation systématique de ce patrimoine, considéré comme archaïque face à la modernité qu'ils s'efforçaient de construire. Pourtant, les vestiges matériels, tombes richement décorées et reliefs sculptés, continuèrent d'influencer la Rome antique, souvent sans que la population sache reconnaître leur origine étrusque. Les pratiques funéraires, les banquets rituels, les dieux parfois reprenant des attributs étrusques furent intégrés dans un vaste syncrétisme religieux. Ainsi, la triade capitoline de Rome, formée de Jupiter, Junon et Minerve, ne dissimule-t-elle pas l'héritage d'un panthéon étrusque où Tinia, Uni et Menrva occupaient des places similaires, mais dont le nom et le contexte mythologique furent romanisés. Ce lent métissage symbolique attestait de la rémanence d'une vision du monde étrusque, transmuée en toile de fond d'une culture religieuse désormais dominée par le culte impérial et les divinités panhelléniques. L'archéologie moderne a permis de mieux cerner les modalités de cette transition. Les fouilles menées dans des nécropoles comme celle de Servétrie et de Tarquinia ont livré des témoignages visuels saisissants, scènes de vie, banquets, cortèges de divinités ancestrales, peintures murales aux couleurs vives qui, malgré la brutalité du temps, révèlent une esthétique raffinée et un sens aigu du sacré. Mais si ces sépultures sont autant de fenêtres ouvertes sur une culture florissante, elles restent aussi des espaces clos où l'on enterrait les morts selon des rituels désormais incompris, symbole d'un monde dont la langue échappait progressivement à la compréhension. Il est frappant de constater que, dans bien des cas, les tombes romaines ultérieures, construites sur les mêmes sites,
réutilisait parfois les structures antérieures, sans souci de distinction, comme si céder la pierre à l'oubli importait moins que la continuité de la pratique sépulcrale. Les études paléogénétiques récentes contribuent également à éclairer ce phénomène. L'analyse d'ADN ancien prélevé sur des restes osseux étrusques et romains de la même région révèle une continuité biologique significative, confirmant l'idée que la disparition des Étrusques n'est pas le fait d'un remplacement de population, mais bien d'une transformation culturelle interne. Le véritable objectif de Stonehenge, monument religieux ou ancien observatoire caché à la vue de tous. Stonehenge est un monument préhistorique situé dans la plaine de Salisbury, dans le Wiltshire, en Angleterre. Composé d'un ensemble circulaire de grandes pierres dressées, certaines surmontées de linteaux horizontaux, il est l'un des sites archéologiques les plus reconnus au monde. La structure a été construite en plusieurs phases, les premiers éléments datant d'environ 3000 av. J, C et le cercle de pierre principal achevé vers 2500 av. J, C, l'origine, la fonction et la signification de Stonehenge font l'objet de recherches scientifiques depuis de nombreuses années. Si sa fonction exacte reste incertaine, deux interprétations principales dominent les recherches. Stonehenge aurait servi de monument religieux ou cérémoniel, ou aurait servi d'observatoire astronomique pour suivre les événements célestes. Les vestiges archéologiques soutiennent l'idée que Stonehenge avait une signification rituelle. La présence de sépultures humaines sur et autour du site, ainsi que des traces de festins et d'activités cérémonielles, suggèrent une utilisation à des fins funéraires ou religieuses. L'alignement des pierres avec les solstices, en particulier le lever du soleil au solstice d'été et le coucher du soleil au solstice d'hiver, indique un lien avec le calendrier solaire, renforçant son rôle possible dans les rituels saisonniers ou la planification agricole. Cependant, si ces alignements sont précis, ils ne prouvent pas de manière concluante que le site était principalement destiné à servir d'observatoire. Certains chercheurs soutiennent que les caractéristiques astronomiques de Stonehenge étaient symboliques plutôt que pratiques, s'inscrivant dans une vision religieuse plus large du monde. D'autres suggèrent que l'alignement et la structure permettaient une prédiction rudimentaire des cycles solaires et lunaires tels que les solstices, les équinoxes ou les éclipses. La présence de trous de poteaux et de fosses ayant pu soutenir des structures en bois ou marquer des événements lunaires a conduit à d'autres interprétations impliquant le mouvement de la Lune. Cependant, l'absence d'inscriptions ou de documents écrits de l'époque rend difficile la détermination des intentions initiales des bâtisseurs. La construction du monument a nécessité un effort et une planification considérables, les pierres ayant été transportées de lieux éloignés, notamment des collines de Preseli au pays de Galles. Cela suggère que le site revêtait une importance considérable pour les peuples qui l'ont construit. L'utilisation de pierres de sarcène et de pierres bleues plus petites pourrait avoir eu une signification symbolique ou fonctionnelle, mais les raisons de ces choix ne sont pas définitivement connues. Certains chercheurs suggèrent que Stonehenge faisait partie d'un paysage sacré plus vaste, relié à des sites voisins tels que Dorrington Walls et Woodhenge. Ces emplacements, ainsi que l'avenue menant de Stonehenge à la rivière Avon, pourraient avoir formé un itinéraire ou un réseau cérémoniel. Cette interprétation étaye l'idée que Stonehenge faisait partie de pratiques rituelles complexes associées à la mort, à la transformation et au cycle saisonnier. Malgré ces découvertes, l'absence de preuves directes laisse de nombreux aspects de la fonction de Stonehenge irrésolus. L'interprétation d'un ancien observatoire repose sur ses alignements et sa disposition géométrique, mais cela n'implique pas nécessairement une observation systématique ou scientifique au sens moderne du terme. L'interprétation religieuse est étayée par des témoignages funéraires et des comparaisons culturelles, mais ne peut être vérifiée par des sources écrites. Certaines théories suggèrent que le monument a pu remplir de multiples fonctions au fil du temps, évoluant en fonction des conditions sociales et culturelles. Il pourrait s'agir d'un lieu de pèlerinage, d'un lieu de sépulture pour l'élite, ou d'un centre de rassemblement et d'échange saisonniers. Ces possibilités ne s'excluent pas mutuellement et reflètent la complexité de l'interprétation des monuments préhistoriques. L'idée que Stonehenge recèle des significations cachées ou ait été destiné à transmettre des connaissances aux générations futures est spéculative et ne repose sur aucune preuve archéologique.
Si la construction et l'alignement du monument témoignent d'une grande habileté et d'une compréhension approfondie de l'environnement naturel, rien n'indique qu'il ait été conçu pour dissimuler ou préserver des informations codées. L'hypothèse selon laquelle Stonehenge aurait été un observatoire délibérément dissimulé ou un système de messages codés manque de fondement empirique et dépasse le cadre de la recherche traditionnelle. En l'absence de preuves définitives, la véritable fonction de Stonehenge reste une question ouverte. Le mystère de la civilisation Olmec. D'où vient leur savoir? La civilisation Olmec est considérée comme l'une des premières sociétés complexes de Mésoamérique. Elle est apparue vers 1500 Save, J.C., dans les basses terres tropicales de l'actuel sud du Mexique, principalement dans les États actuels de Veracruz et de Tabasco. Les Olmecs sont connus pour leur style artistique distinctif, leur tête de pierre monumentale et leurs avancées précoces en matière d'urbanisme, d'astronomie et d'écriture. Ils ont développé l'un des premiers centres cérémoniels mésoaméricains connus, sur des sites tels que San Lorenzo, La Venta et Trezapot. Ces centres comprenaient de vastes places, des structures pyramidales et des systèmes de drainage complexes, témoignant d'un haut niveau d'organisation sociale et de connaissances techniques. L'origine du développement culturel et intellectuel des Olmecs reste un sujet de recherche scientifique. Il n'existe aucune preuve directe d'influence extérieure et la plupart des chercheurs concluent que la civilisation Olmec s'est développée indépendamment dans le contexte plus large de l'évolution culturelle mésoaméricaine primitive. La région bénéficiait d'une production agricole abondante, notamment de maïs, qui a contribué à la croissance démographique, à la sédentarité et à la complexité sociale. Les vestiges archéologiques ne révèlent aucune trace de migration à grande échelle ni de contact avec des civilisations lointaines susceptibles de leur transmettre des connaissances avancées. Les Olmecs semblent plutôt s'être appuyés sur des traditions régionales, peu être influencés par des sociétés antérieures ou contemporaines avec lesquelles ils interagissaient localement. L'origine de leur système de connaissances résulte probablement d'une expérimentation progressive, de l'observation et de l'accumulation d'expériences au fil des générations. Le calendrier Olmec, par exemple, partage des caractéristiques structurelles avec les systèmes calendaires mésoaméricains ultérieurs, suggérant un processus de transmission et de perfectionnement culturel plutôt qu'une innovation soudaine. Le système d'écriture Olmec, représenté par des symboles sur des monuments et des objets portables, n'est pas encore entièrement déchiffré, mais il présente les caractéristiques d'une véritable écriture, notamment des signes pour les sons phonétiques et le sens. Ces inscriptions anciennes indiquent que les Olmecs furent parmi les premiers à développer l'écriture en Amérique. Leur système a influencé ou précédé des écritures ultérieures telles que les Zapotèques, les Mayas et les Épi-Olmecs, bien que les lignes exactes de développement soient encore à l'étude. Les Olmecs possédaient également des connaissances avancées en astronomie, notamment dans l'harmonisation des structures cérémonielles avec les événements célestes tels que les solstices et les équinoxes. Ces connaissances ont pu soutenir les cycles agricoles et les activités rituelles. Leur art, notamment les têtes colossales sculptées dans le basalte, témoigne d'une maîtrise technique et d'une organisation sociale permettant le transport et la sculpture de pierres massives. Ces têtes représentent probablement des dirigeants ou des élites et étaient disposées dans des contextes rituels ou politiques. Ces caractéristiques témoignent d'une société hiérarchisée, dotée d'une idéologie religieuse et d'un travail spécialisé. Certaines théories alternatives suggèrent que la civilisation Olmec aurait reçu des connaissances de sources extérieures, notamment par le biais de contacts transocéaniques. Ces hypothèses reposent sur des similitudes stylistiques perçues entre l'art olmec et des objets d'Afrique ou d'Asie. Cependant, aucune preuve archéologique crédible n'étaye ces contacts durant la période concernée. Les chercheurs conventionnels rejettent ces théories en raison du manque de données probantes et des difficultés méthodologiques liées à la comparaison de caractéristiques culturelles sans rapport. Le développement de sociétés complexes dans diverses régions du monde peut se produire indépendamment dans des conditions environnementales et sociales similaires. L'émergence de la civilisation Olmec est cohérente avec les schémas observés dans d'autres cultures anciennes, où l'urbanisation, l'agriculture et la stratification sociale ont progressivement conduit à des innovations en matière de gouvernance, d'art
et de systèmes de connaissances. La disparition des Olmecs, en tant que culture dominante vers 400 av. J.C., n'est pas entièrement expliquée, mais elle semble s'inscrire dans une transition régionale plus large, plutôt que dans un effondrement brutal. L'influence olmèque a persisté dans les cultures mésoaméricaines ultérieures, comme en témoignent les motifs artistiques, les concepts religieux et les systèmes symboliques. L'or perdu des Aztèques. Trésor mythique ou histoire cachée. L'histoire de l'or perdu des Aztèques trouve son origine dans les événements entourant la conquête espagnole de l'Empire aztèque au début du XVIe siècle. En 1519, Hernán Cortés mena une expédition espagnole au centre du Mexique, où il rencontra la civilisation aztèque, alors dirigée par l'empereur Moctezuma II. Les Aztèques possédaient une culture riche et d'importantes quantités d'or étaient utilisées à des fins rituelles, décoratives et symboliques. L'or n'avait aucune valeur monétaire pour les Aztèques, mais était considéré comme sacré et associé au soleil. À l'arrivée des Espagnols, ils appréciaient l'or principalement pour sa valeur économique, et cette différence de perception influença les événements qui suivirent. Selon les récits historiques, les Espagnols furent initialement accueillis favorablement par Moctezuma, peut être en raison de pressions politiques existantes au sein de l'Empire ou d'interprétations de prophéties. Les tensions s'exacerbèrent rapidement et Cortés fit prisonnier Moctezuma dans son propre palais. Au cours de la période qui suivit, des rapports suggèrent que de grandes quantités d'or et d'autres objets précieux furent collectés par les Espagnols grâce aux tribus, aux objets religieux et aux réserves royales. En 1520, suite à un soulèvement à Tenochtitlan, les Espagnols tentèrent de fuir la ville lors d'un événement appelé plus tard la Noche Triste. Lors de cette retraite, les Espagnols subirent de lourdes pertes. Nombre de conquistadors se noyèrent dans les canaux et les chaussées de la ville, alourdis par l'or qu'ils avaient tenté d'emporter. Une partie du trésor aurait été perdue dans l'eau, et la quantité exacte emportée ou abandonnée reste incertaine. Lorsque les Espagnols se regroupèrent et retournèrent assiéger et finalement conquérir Tenochtitlan en 1521, une grande partie de la ville fut détruite. Des sources historiques, notamment des lettres de Cortés et des chroniques écrites par ses compagnons, font état de la saisie de l'or et du rapatriement du trésor en Espagne. Cependant, des incohérences et des lacunes dans les archives ont soulevé des questions sur la part du trésor récupéré, ce qui a été perdu et ce qui est resté caché. Certaines légendes suggèrent que des prêtres ou des nobles aztèques auraient caché une partie du trésor impérial pour l'empêcher de tomber aux mains des Espagnols. Ces récits font souvent référence à des tunnels secrets, des sites montagneux reculés ou des caches dissimulées. Mais aucune preuve concluante n'a été trouvée pour confirmer leur existence. Au fil du temps, le récit de l'or aztèque perdu s'est intégré au folklore et aux explorations spéculatives. Chasseurs de trésors et historiens amateurs ont recherché le prétendu trésor perdu, souvent guidés par des cartes vagues, des traditions orales ou des indices non vérifiés. L'idée d'un immense trésor caché dans le paysage mexicain continue de susciter l'intérêt, mais les recherches archéologiques n'ont pas confirmé ces affirmations. Les historiens traditionnels considèrent la plupart de ces récits comme spéculatifs ou fondés sur des exagérations. L'or collecté lors de la conquête a probablement été fondu, réparti entre les conquistadors et transporté en Espagne par les voies officielles. Une partie a pu être perdue lors de naufrages ou de vols, mais ces pertes s'inscrivaient dans des schémas plus larges observés dans le commerce et les conflits transatlantiques. Il n'existe aucune preuve avérée d'un trésor massif et singulier caché par les Aztèques au moment de la conquête. L'hypothèse d'un trésor royal délibérément dissimulé reste à prouver. La perte des archives autochtones, la destruction des temples et la transformation du paysage ont rendu difficile la reconstitution de l'étendue des spoliations ou des destructions. Les récits historiques disponibles proviennent principalement de sources espagnoles et les témoignages autochtones sont rares. Ce déséquilibre dans les archives historiques contribue à l'incertitude et ouvre la voie à la spéculation. L'impact culturel de la légende de l'or perdu reflète à la fois la fascination pour la richesse et l'héritage complexe de l'histoire coloniale. Si certains artefacts ont été retrouvés lors de fouilles et conservés dans des musées,
Il s'agit généralement d'objets cérémoniels ou domestiques plutôt que de trésors perdus au sens légendaire du terme. La majeure partie de l'or aztèque, tel que rapporté historiquement, a été soit confisqué par les Espagnols, soit détruit au lendemain de la conquête. Par conséquent, l'or perdu des Aztèques est mieux compris comme un mélange d'événements historiques, de documentation partielle et d'un mythe en évolution plutôt que comme la preuve d'une réalité cachée ou refoulée. Tant que des découvertes archéologiques vérifiables n'apporteront pas de nouvelles informations, le trésor demeure un élément de la mémoire culturelle plutôt qu'un fait historique confirmé. L'or perdu des Aztèques continue de hanter l'imaginaire collectif, mêlant histoire, mythe et fascination pour ce qui aurait pu être. Malgré l'absence de preuves tangibles confirmant l'existence d'un trésor dissimulé par les Aztèques, le récit s'est enraciné dans la mémoire populaire comme un symbole puissant des injustices et des mystères liés à la conquête coloniale. Les récits qui entourent l'or perdu évoquent non seulement l'opulence supposée de l'empire aztèque au moment de l'arrivée des Espagnols, mais aussi la brutalité de la conquête et les conséquences irréversibles de la domination étrangère sur une civilisation sophistiquée. L'image des conquistadors espagnols, obsédés par la richesse, prêts à traverser l'océan pour s'en emparer, contraste fortement avec celle des Aztèques, pour qui l'or n'était pas tant un bien commercial qu'un élément sacré et cosmique. Cette différence de conception a contribué à l'avidité violente qui caractérisa les interactions entre les deux cultures, marquant le début d'un processus de dépossession massive et de destruction culturelle. Le trésor dont il est question n'est pas seulement une accumulation de métaux précieux, mais le reflet d'une civilisation perdue dont les traces ont été effacées ou transformées. L'idée qu'une partie de ce trésor ait pu être cachée par les Aztèques avant la chute de Tenochtitlan est séduisante. Elle repose sur la notion que, face à l'envahisseur, les prêtres ou les élites aztèques auraient tenté de préserver ce qu'ils considéraient comme sacré. Ce geste de sauvegarde, qu'il ait réellement eu lieu ou non, renforce l'aura de résistance symbolique associée à ce trésor. C'est également un miroir de la volonté de nombreux peuples autochtones de maintenir une part de leur héritage à l'abri des colonisateurs, que ce soit par des caches physiques ou par la transmission orale de récits, de traditions et de savoirs. Le fait que peu de témoignages autochtones aient survécu, en raison de la destruction systématique des codex, des temples et de l'effacement forcé des mémoires collectives, renforce la difficulté à valider ou à réfuter les légendes. Ce vide a laissé la porte ouverte à des siècles de spéculation, nourris tant par le romantisme que par la cupidité. Au fil des siècles, chercheurs, explorateurs et chasseurs de trésors se sont aventurés dans les montagnes, les forêts et les anciens territoires aztèques à la recherche de preuves concrètes. Certains ont affirmé avoir trouvé des cartes anciennes, des symboles gravés ou des indices enfouis dans la toponymie locale. D'autres ont rapporté des récits transmis par des communautés rurales qui parleraient de tunnels oubliés, de cavernes scellées ou de puits maudits. Mais aucune de ces pistes n'a jamais conduit à une découverte décisive. Les autorités archéologiques mexicaines ont parfois mis en garde contre les fouilles illégales et les dommages causés par ces quêtes impulsées plus par la légende que par la science. Néanmoins, ces histoires persistantes révèlent un besoin profond de relier le passé au présent, d'imaginer que quelque chose d'aussi précieux que l'or impérial aztèque ait pu résister au temps et à la domination. Il est également intéressant de constater que ce mythe a servi de toile de fond à une multitude d'œuvres littéraires, cinématographiques et populaires. De romans d'aventure à des documentaires pseudo-historiques, le motif du trésor caché évoque une vérité plus large, celle du patrimoine perdu, du silence historique et de la résilience culturelle. Il attire l'attention sur les injustices de la conquête, la manière dont les richesses des sociétés précolombiennes furent spoliées, fondues et envoyées en Europe, sans égard pour leurs valeurs culturelles ou spirituelles. En ce sens, le trésor devient une métaphore. L'or n'est plus seulement métallique ou monétaire, il devient le symbole d'une mémoire effacée, d'un pouvoir détruit, d'un savoir oublié. C'est peu. Être cette charge symbolique qui alimente autant l'intérêt que le mystère. Les rares artefacts aztèques retrouvés lors de fouilles scientifiques sont souvent de petite taille, fragmentaires,
mais témoignent d'un haut degré d'habileté artisanale et d'une profonde signification religieuse. Ils révèlent une société complexe, structurée et hautement ritualisée. Contrairement à l'image caricaturale véhiculée par certains chroniqueurs espagnols, les Aztèques n'étaient pas simplement des guerriers brutaux ou des idolâtres superstitieux. Leur organisation politique, leur maîtrise de l'agriculture, leur architecture, leur astronomie et leur système symbolique étaient parmi les plus développés du continent. L'or, utilisé dans des masques, des parures ou des disques solaires, servait à incarner le divin et à relier le monde humain au cosmos. Les mystérieux peuples de la mer, qui étaient-ils et pourquoi ont-ils été effacés de l'histoire? Les peuples de la mer étaient une confédération de groupes maritimes apparus en Méditerranée orientale à la fin de l'âge du bronze, vers le XIIe siècle avant notre ère. Ils sont surtout connus grâce aux inscriptions égyptiennes, notamment celles attribuées aux pharaons Mérenptah et Ramsès III, qui ont relaté des batailles contre ces groupes dans leurs temples funéraires. Les peuples de la mer étaient décrits comme des envahisseurs qui attaquaient les villes côtières et perturbaient les routes commerciales, contribuant ainsi à l'effondrement généralisé des principales civilisations de la région. Cette période a vu le déclin, voire la destruction, de plusieurs puissances établies, dont l'Empire hittite, la Grèce mycénienne et diverses cités, États levantines. Malgré leur impact apparent, l'identité et l'origine des peuples de la mer demeurent incertaines. Les noms de plusieurs groupes au sein de la Confédération ont été enregistrés par les Égyptiens, tels que les Sherden, les Shekelesh, les Loukas, les Pélézètes et les Doniens. Les chercheurs ont tenté de relier ces noms à des régions du pourtour méditerranéen, notamment l'Anatolie occidentale, la mer Égée, la Méditerranée centrale et les Balkans. Cependant, ces identifications restent hypothétiques en raison du manque de preuves corroborantes. Les peuples de la mer n'ont pas laissé de traces écrites, et les références à eux dans d'autres sources du Proche-Orient sont rares ou ambiguës. Par conséquent, la connaissance de leurs activités et de leur composition repose en grande partie sur des récits externes. Les sources égyptiennes décrivent les peuples de la mer comme bien armés, mobiles et organisés, attaquant aussi bien par terre que par mer. Les inscriptions soulignent les victoires égyptiennes sur eux, notamment lors de la bataille sous le règne de Ramsès III vers 1177 av. J.C. Ces récits, bien que détaillés dans leur description de combat, fournissent peu d'informations sur les motivations, la structure sociale ou les intentions à long terme des peuples de la mer. Des vestiges archéologiques provenant de sites de la Méditerranée orientale révèlent des couches de destruction datant de la même période, que certains chercheurs attribuent à ces invasions. Cependant, il est difficile de savoir si ces destructions ont été causées directement par les peuples de la mer ou par une combinaison de facteurs, notamment le déclin interne, les catastrophes naturelles et les perturbations économiques. L'absence de signature archéologique claire rend difficile l'isolement des peuples de la mer des autres dynamiques régionales. Certains chercheurs suggèrent qu'il ne s'agissait pas d'un groupe unifié, mais plutôt d'un ensemble de populations déplacées en réaction aux stress environnementaux, aux bouleversements politiques ou à l'échec de migration. D'autres suggèrent qu'il s'agissait de mercenaires ou d'anciens vassaux d'empires en déclin qui se sont tournés vers les raids face à l'affaiblissement des systèmes étatiques. La théorie selon laquelle les peuples de la mer ont été effacés de l'histoire implique une volonté délibérée d'occulter leur identité ou leur héritage. Cependant, la disparition des informations est plus probablement le résultat du faible niveau d'alphabétisation et des pratiques de conservation des archives de ces groupes, ainsi que de l'effondrement général des systèmes bureaucratiques de l'époque. Avec la chute des grands centres qui conservaient des archives écrites, la conservation des documents historiques est devenue de plus en plus fragmentée. Avec l'effondrement des États centralisés, la capacité à documenter et à transmettre l'information a diminué. Les peuples de la mer, s'ils étaient majoritairement analphabètes ou mobiles, n'auraient pas conservé d'archives ni de monuments, et la culture matérielle qu'ils ont laissée derrière eux pourrait ne pas être distincte de celle des autres groupes. Au fil du temps, le souvenir de leurs actions a persisté principalement dans les traditions égyptiennes et historiques ultérieures. Les Pélézètes sont souvent associés aux Philistins, qui se sont installés le long de la côte sud de Canaan au début de l'âge du fer. Les découvertes archéologiques sur des sites comme Ashkelon et Ekron indiquent une culture matérielle aux influences égéennes,
étayant la théorie d'une migration ou d'un transfert culturel. Cependant, ces liens restent controversés et l'identité plus large des peuples de la mer reste non élucidée. L'absence de preuves historiques et archéologiques complètes contribue au mystère qui les entoure. Si leur rôle dans l'effondrement de l'âge du bronze semble significatif, ils n'ont pas établi d'empire durable ni de traditions écrites permettant de préserver leur propre version des événements. Göbekli Tepe. Une ancienne civilisation a-t-elle tenté d'enterrer son propre passé? Göbekli Tepe est un site archéologique situé dans le sud-est de la Turquie, près de la ville de Şanlıurfa. Identifié pour la première fois dans les années 1960, il n'a été reconnu pour son importance qu'après le début des fouilles dans les années 1990, sous la direction de l'archéologue allemand Klaus Schmidt. Le site se compose de vastes enceintes circulaires construites avec d'énormes piliers calcaires en forme de T, certains atteignant plus de 5 mètres de haut et pesant plusieurs tonnes. Ces structures remontent au néolithique précéramique, la datation au radiocarbone remontant à 9600 avant JC. Cette chronologie est antérieure au développement de l'agriculture, de l'écriture, des outils métalliques et des établissements permanents, faisant de Göbekli Tepe le plus ancien complexe architectural monumental connu au monde. Les sculptures sur les piliers représentent des animaux, des symboles abstraits et des formes humanoïdes, suggérant une utilisation symbolique ou rituelle. Malgré l'absence de structures domestiques telles que des maisons ou des foyers, la présence d'outils, de déchets et de restes d'animaux témoigne d'une activité humaine répétée sur le site. La fonction première de Göbekli Tepe demeure incertaine. Il est largement interprété comme un centre cérémoniel ou religieux utilisé par des groupes de chasseurs-cueilleurs. L'une des caractéristiques les plus inhabituelles du site est son enfouissement intentionnel. Des couches de remblais composées de pierres, de terre et de débris ont été utilisées pour recouvrir les enceintes, les préservant ainsi pendant des millénaires. Cet enfouissement délibéré a soulevé des questions sur les motivations de cet acte. Certains chercheurs suggèrent que l'enterrement faisait partie d'un processus rituel visant à fermer ou à mettre fin à l'utilisation des structures. D'autres suggèrent qu'il aurait pu être effectué pour protéger le site, peut être en réponse à l'évolution des conditions sociales ou environnementales. Les raisons de cet enterrement restent inexpliquées en raison de l'absence de documents écrits et de la phase précoce du développement humain que le site représente. L'idée qu'une civilisation ancienne ait tenté d'enterrer son propre passé repose sur les traces de remblayage observées, mais les interprétations varient. Il est possible que les habitants de Göbekli Tepe n'aient plus eu besoin du site et aient choisi de le dissimuler dans le cadre d'une transition culturelle. Une autre possibilité est que l'inhumation n'était pas symbolique mais pratique, destinée à stabiliser les structures ou à réhabiliter l'espace à d'autres fins. Aucune preuve définitive n'a été trouvée suggérant que l'inhumation ait été une tentative consciente d'effacer ou de dissimuler l'histoire. Le concept de conscience historique, tel qu'il a été compris dans les sociétés lettrées ultérieures, n'existait peut-être pas à l'époque de l'utilisation de Göbekli Tepe. Les motivations de cette inhumation restent spéculatives et doivent être considérées dans le contexte plus large des comportements du début du néolithique. Certaines théories alternatives suggèrent que le site reflète des connaissances ou des pratiques ultérieurement perdues ou délibérément oubliées. Ces idées échappent souvent au champ de l'archéologie traditionnelle et ne sont pas étayées par des données empiriques. S'il est vrai que Göbekli Tepe remet en question les hypothèses antérieures sur les capacités des sociétés pré-agricoles, il n'existe aucune preuve de technologie avancée ou d'influence extérieure. Les techniques de construction semblent s'appuyer sur des outils et des méthodes conformes à l'époque, notamment des outils en silex et des stratégies de transport simples. L'organisation nécessaire à la construction du site témoigne d'un certain degré de coordination sociale et d'investissement en main-d'œuvre, suggérant un comportement complexe, mais pas nécessairement une civilisation avancée ou disparue. L'enfouissement du site reste un axe de recherche majeur. La poursuite des fouilles et des analyses pourrait apporter des éclaircissements sur la séquence de construction, d'utilisation et de fermeture. Cependant, de nombreuses enceintes restent inexplorées, et il est probable que de futures découvertes affineront ou modifieront les interprétations actuelles. Le processus de remblayage délibéré, bien qu'inhabituel, n'est pas unique en archéologie préhistorique, et des pratiques similaires ont été identifiées sur d'autres sites rituels.
En l'absence de preuves textuelles ou de contexte archéologique clair expliquant la décision d'enfouir les structures, les conclusions doivent rester provisoires. Göbekli Tepe représente une évolution majeure de l'histoire humaine, révélant que des comportements symboliques complexes et des constructions à grande échelle ont eu lieu plus tôt qu'on ne le pensait. Le disque de Phaistos, langage caché, canular ou savoir supprimé. Le disque de Phaistos est un objet circulaire en argile découvert en 1908 sur le site du palais minoen de Phaistos, en Crète. Il est daté du deuxième millénaire avant notre ère, probablement entre 1850 et 1550 avant notre ère, durant la période minoenne moyenne ou tardive. Le disque mesure environ 6 cm de diamètre et contient un total de 240 et un symbole disposé en spirale sur ses deux faces. Ces symboles ont été imprimés dans l'argile à l'aide de poinçons individuels avant la cuisson, ce qui en fait l'un des plus anciens exemples connus de caractère mobile. Le disque contient 45 signes uniques, dont beaucoup ressemblent à des objets familiers tels que des figures humaines, des outils, des animaux et des plantes. La disposition des signes en groupes apparents séparés par des lignes suggère une forme d'écriture ou de proto-écriture. Malgré plus d'un siècle d'études scientifiques, la signification, l'origine et la fonction du disque restent inconnues. Les symboles ne correspondent directement à aucun système d'écriture connu, y compris le linéaire A ou le linéaire B, utilisés dans les civilisations minoennes et mycéniennes. De nombreuses tentatives ont été menées pour déchiffrer le disque, en utilisant des approches fondées sur la linguistique comparative, l'analyse statistique et des valeurs phonétiques hypothétiques. Ces efforts n'ont pas abouti à un consensus, et aucune traduction n'a été largement acceptée par la communauté universitaire. Une théorie propose que le disque de Phaistos représente une langue ou un système d'écriture perdu, possiblement utilisé par une petite communauté ou à des fins cérémonielles limitées. Selon cette théorie, le disque pourrait être un texte religieux, un hymne ou une liste inscrit dans une langue qui n'a pas survécu sous d'autres formes. La méthode de production unique et l'absence d'artefacts similaires suggèrent qu'il a pu être créé pour une fonction particulière plutôt que pour la communication courante. Une autre possibilité est que le disque soit une expérience ou un artefact isolé, non révélateur d'une tradition d'écriture plus large. Dans ce scénario, le disque pourrait ne contenir aucun texte cohérent, et ces signes pourraient avoir une signification symbolique ou pictographique plutôt qu'un contenu phonétique ou syntaxique. Certains chercheurs pensent que le disque pourrait représenter une forme de proto-écriture plutôt qu'un système d'écriture complet. Un petit nombre de chercheurs ont suggéré que le disque serait un faux moderne, créé à l'époque de sa découverte. Cette théorie invoque l'absence d'inscriptions comparables, l'utilisation de tampons et l'absence de matériel contextuel. Cependant, aucune preuve concluante ne vient étayer cette hypothèse. Le disque a été découvert lors de fouilles archéologiques supervisées et a fait l'objet de diverses analyses scientifiques qui n'ont révélé ni matériaux ni méthodes anachroniques. La majorité des archéologues reconnaissent son authenticité comme artefact de l'âge du bronze. Les affirmations selon lesquelles le disque de Phaistos représenterait un savoir dissimulé se situent généralement en dehors des études traditionnelles. Ces affirmations suggèrent souvent que le disque contient des informations délibérément cachées ou exclues des récits historiques, parfois en lien avec des histoires alternatives, des civilisations disparues ou des théories spéculatives. Aucune preuve vérifiable ne vient étayer ces interprétations. L'absence de traduction définitive ou de contexte connu pour le disque n'indique pas une dissimulation, mais reflète plutôt la difficulté inhérente à l'interprétation d'un artefact unique sans parallèle confirmé. Le disque est conservé au musée archéologique d'Héraklion, en Crète, où il a été étudié en profondeur et rendu accessible aux chercheurs et au public. Les progrès technologiques en cours, notamment l'imagerie numérique et les logiciels de reconnaissance de forme, pourraient contribuer à une meilleure compréhension, bien qu'aucune avancée majeure n'ait encore été réalisée. Le disque de Phaistos continue de susciter l'intérêt en raison de son caractère mystérieux et de son statut non élucidé. À ce jour, il est impossible de déterminer si le disque contient un texte significatif, représente une forme de communication symbolique ou sert à une autre fin inconnue.
L'absence d'artefacts similaires complique les tentatives de le situer dans un cadre linguistique ou culturel plus large. Sans preuves supplémentaires ni découvertes connexes, le disque de Phaistos demeure un objet isolé et énigmatique. Il représente un cas où les données disponibles sont insuffisantes pour tirer des conclusions définitives et où de multiples hypothèses existent sans preuve définitive. Les véritables origines de la civilisation humaine. Existe-t-il des chapitres perdus gardés secrets? Les origines de la civilisation humaine ont fait l'objet de recherches approfondies dans de multiples disciplines, dont l'archéologie, l'anthropologie et l'histoire. La théorie conventionnelle, étayée par des preuves matérielles, situe l'apparition de sociétés complexes vers la fin de la dernière période glaciaire, il y a environ 12 ans. La transition des modes de vie de chasseurs-cueilleurs vers l'agriculture et l'établissement de peuplements permanents a marqué un tournant dans le développement humain. Des sites comme Jéricho, Çatalhöyük et Göbekli-Tepe comptent parmi les plus anciens peuplements connus, témoignant d'une organisation sociale, de pratiques religieuses et d'innovations technologiques. Le développement de systèmes d'écriture, de la métallurgie, de réseaux commerciaux et de centres urbains a suivi dans des régions comme la Mésopotamie, la vallée du Nil, la vallée de l'Indus et la Chine ancienne. Ces évolutions se sont produites indépendamment dans différentes parties du monde sur plusieurs millénaires, constituant le fondement de l'histoire écrite. Alors que les archives archéologiques continuent de s'enrichir de nouvelles découvertes, certains auteurs suggèrent que certains chapitres de l'histoire humaine pourraient être perdus, non reconnus ou entièrement explorés. Ces suggestions évoquent souvent la possibilité de civilisations avancées antérieures à la chronologie actuelle. Les partisans de cette idée évoquent des structures anciennes aux méthodes de construction inexpliquées, des ruines sous-marines inexplorées et des lacunes dans les archives historiques. Ils soutiennent que la recherche traditionnelle pourrait négliger ou rejeter des preuves qui remettent en cause les modèles acceptés de développement humain. Cependant, ces affirmations sont généralement spéculatives et ne sont étayées par aucune recherche évaluée par des pairs, ni par des données vérifiables. La majorité des archéologues soutiennent que les lacunes apparentes dans les connaissances historiques sont dues aux limites naturelles de la préservation, des fouilles et de l'interprétation plutôt qu'à une suppression délibérée. La survie des preuves matérielles est influencée par les conditions environnementales, l'activité géologique et le comportement humain sur de longues périodes. De nombreux matériaux anciens se décomposent ou sont détruits, laissant derrière eux des traces incomplètes. Les fouilles et les analyses sont des processus chronophages, et de vastes zones de la planète restent inexplorées ou peu étudiées en raison de contraintes politiques, logistiques ou financières. Les affirmations selon lesquelles des informations sont gardées secrètes reposent généralement sur des inférences indirectes, des récits anecdotiques ou l'interprétation d'artefacts ambigus. Il n'existe aucune documentation crédible sur les efforts institutionnels visant à dissimuler les preuves de l'existence d'une civilisation disparue. Le processus universitaire repose sur des débats, des révisions et des évaluations par les pairs, qui conduisent souvent à l'actualisation des théories à mesure que de nouvelles données apparaissent. Des découvertes comme celle de Göbekli-Tepe, autrefois inattendues par les modèles précédents, ont été acceptées dans le cadre universitaire et intégrées à une compréhension plus large des sociétés anciennes. Ces exemples démontrent la capacité de ce domaine à s'adapter aux nouvelles informations. S'il est vrai que les préjugés et les hypothèses peuvent influencer l'interprétation, aucun effort coordonné n'est déployé pour occulter les origines de la civilisation humaine. L'étude de la préhistoire continue de progresser grâce à l'utilisation de technologies telles que la datation au radiocarbone, l'imagerie satellitaire, l'analyse de l'ADN et le géoradar. Ces outils ont permis d'identifier des sites jusque-là inconnus et d'affiner la chronologie du développement humain. À l'heure actuelle, il n'existe aucune preuve confirmée de l'existence d'une civilisation antérieure, dotée d'une technologie ou d'une organisation sociale avancée, antérieure au néolithique connu. Les théories suggérant l'existence de telles civilisations manquent souvent de données probantes cohérentes. Elles peuvent impliquer des chronologies alternatives, des lectures spéculatives de textes anciens ou des associations avec des continents disparus comme l'Atlantide, dont aucune n'est corroborée par les archives archéologiques. L'opinion dominante est que la civilisation humaine est apparue progressivement
à travers un processus complexe d'adaptation, d'innovation et d'échange culturel. La variabilité du développement régional reflète des différences d'environnement, de ressources et de structures sociales plutôt que les vestiges d'une culture mondiale oubliée. La grande bibliothèque d'Alexandrie. Qui a détruit le savoir du monde antique? La grande bibliothèque d'Alexandrie fut fondée dans l'ancienne cité égyptienne d'Alexandrie, probablement sous le règne de Ptolémée Ier Sotère, au début du IIIe siècle avant J.C. Elle faisait partie d'une institution plus vaste, le Moussion, qui servait de centre d'apprentissage. Calquée sur les écoles de philosophie d'Athènes, la bibliothèque avait pour objectif de rassembler l'ensemble des connaissances du monde, acquérant des textes par la copie, l'achat ou la confiscation des navires qui accostaient au port. À son apogée, la bibliothèque pouvait contenir des centaines de milliers de rouleaux, couvrant un large éventail de sujets, dont la littérature, les mathématiques, l'astronomie, la médecine et la philosophie. Le nombre exact de rouleaux est inconnu en raison de l'absence d'inventaire. Les érudits qui travaillaient à la bibliothèque contribuèrent grandement à la science et à l'érudition, et l'institution devint un symbole de réussite intellectuelle dans le monde hellénistique. La question de savoir qui a détruit la bibliothèque n'a pas de réponse définitive, car il est probable que l'institution ait connu plusieurs périodes de déclin et de destruction partielle plutôt qu'une seule catastrophe. Un incident fréquemment cité s'est produit en 48 Av. J.C. lorsque les forces de Jules César étaient engagées dans une guerre civile à Alexandrie. Au cours des combats, César ordonna l'incendie des navires ennemis dans le port, et certaines sources antiques rapportent que l'incendie s'est propagé à certaines parties de la ville, endommageant peu être les entrepôts où étaient conservés les textes associés à la bibliothèque. Cependant, on ignore si le bâtiment principal de la bibliothèque a été touché et dans quelle mesure. Un autre coup dur potentiel est survenu sous le règne de l'empereur Aurélien à la fin du IIIe siècle de notre ère, lors de sa campagne pour reconquérir Alexandrie sur l'empire séparatiste de Palmyrène. Des quartiers de la ville, dont le quartier de Bruchion où se trouvait peu être la bibliothèque, ont été endommagés pendant les combats, mais les preuves concernant l'état de la bibliothèque à cette époque sont limitées. Au IVe siècle de notre ère, l'influence de la bibliothèque avait probablement diminué et les archives de son fonctionnement se font rares. Une institution plus récente, connue sous le nom de Sérapéum, qui abritait une collection annexe de la bibliothèque principale, subsista jusqu'en 391 apr. J.C., date à laquelle elle fut détruite par des fanatiques chrétiens lors de la suppression des temples païens sous l'empereur Théodose Ier. La destruction du Sérapéum est parfois considérée à tort comme celle de la grande bibliothèque elle-même, bien que le Sérapéum ait eu une fonction différente et n'ait pu contenir qu'une fraction de la collection d'origine. Certains récits impliquent également la conquête musulmane d'Alexandrie en 642 apr. J.C., sous le commandement d'Amr ibn Alas. Une histoire attribuée à des historiens musulmans ultérieurs affirme que le calife Omar aurait ordonné la destruction des livres contredisant le Coran ou jugés inutiles. Cependant, ce récit date de plusieurs siècles après l'événement et n'est pas considéré comme fiable par la plupart des érudits modernes. Aucun document contemporain ne confirme la destruction d'une bibliothèque subsistante à cette époque, et il est probable qu'au 7e siècle, il ne restait presque plus rien de l'institution d'origine. Globalement, le déclin de la grande bibliothèque d'Alexandrie semble avoir été progressif, influencé par une combinaison de guerres, d'instabilité politique, de conflits religieux et de négligence. L'évolution des priorités politiques, des ressources économiques et des centres intellectuels a également contribué à son déclin. L'effet cumulatif de ces facteurs au fil des siècles a conduit à la perte de la bibliothèque et de son contenu. Malgré l'incertitude entourant sa disparition, la grande bibliothèque demeure un symbole du savoir perdu. Si de nombreux détails sur sa collection, sa structure et sa disparition demeurent inconnus, son héritage reflète la valeur historique accordée au savoir et la fragilité de la préservation culturelle. L'absence de documents précis et de vestiges physiques rend difficile l'attribution de la responsabilité à un groupe ou à un événement particulier. La destruction de la grande bibliothèque d'Alexandrie s'appréhende plutôt comme un processus façonné par de multiples forces au fil du temps,
entraînant la disparition progressive d'une institution qui était autrefois au cœur de la vie intellectuelle antique. Les tombeaux cachés du pharaon, des trésors perdus ou volés en secret. Les pratiques funéraires des pharaons de l'Égypte antique impliquaient des constructions funéraires élaborées, conçues pour protéger leur corps et leurs biens pour l'éternité. Ces tombes, situées principalement dans la vallée des rois et d'autres nécropoles royales, étaient destinées à préserver non seulement les dépouilles des souverains, mais aussi les vastes collections de biens enterrés avec eux. Celles-ci comprenaient des meubles, des bijoux, des vêtements, des chars, des offrandes alimentaires, des objets rituels et des objets considérés comme nécessaires à l'au-delà. Nombre de ces tombes étaient creusées profondément dans la roche, fermées par de lourdes portes et dissimulées derrière de faux murs ou de faux passages. Des inscriptions et des malédictions mettant en garde contre les intrus étaient souvent ajoutées pour dissuader les pilleurs de tombes. Malgré ces efforts, la plupart des tombes royales connues ont été découvertes vides ou pillées, à quelques exceptions près. Le cas de la tombe de Toutankhamon, découverte presque intacte en 1922 par Howard Carter, reste rare. La majorité des autres tombes présentent des traces évidentes de pillages anciens, souvent survenus peu de temps après l'enterrement initial. Des documents anciens, notamment des papyrus de la XXe dynastie, révèlent que le pillage des tombes était un problème avéré dès le Nouvel Empire. Ces archives comprennent des confessions, des transcriptions de procès, et des rapports détaillant comment des groupes d'individus, parfois accompagnés de gardes ou de fonctionnaires, pénétraient dans les tombes, forçaient les cercueils et emportaient des objets de valeur pour les revendre. Le déclin de l'autorité centrale à la fin des périodes dynastiques et durant les époques intermédiaires rendit de plus en plus difficile la protection des tombes royales contre le vol. Au fil du temps, l'évolution des pratiques religieuses, les pressions économiques et l'instabilité politique contribuèrent à la perte ou à la dispersion de nombreux objets funéraires. Dans certains cas, les tombes pourraient avoir été délibérément vidées par les dynasties ultérieures, cherchant à réutiliser les matériaux funéraires ou à récupérer des métaux précieux en période de pénurie. De plus, durant la troisième période intermédiaire, des prêtres et des fonctionnaires déployèrent des efforts organisés pour récupérer les momies royales dans les tombes profanées et les réinhumer dans des caches collectives, les dépouillant parfois de leurs ornements au passage. Ces réinhumations, comme celle découverte à Der el-Bahari et dans la tombe d'Amenhotep II, ont préservé une partie des corps, mais pas l'intégralité de leur mobilier funéraire d'origine. À l'époque gréco-romaine, de nombreuses tombes étaient déjà vidées ou réaffectées. Au fil des siècles, les inondations, l'érosion et le déplacement des sables du désert ont encore obscurci l'emplacement de tombes oubliées. Certaines pourraient encore être découvertes sous des terrains non fouillés ou derrière des sections inexplorées de sites funéraires connus. Les preuves archéologiques suggèrent que, si certains trésors sont peu être encore enfouis, la majorité a été emportée dans l'Antiquité. À l'époque moderne, la recherche de tombes cachées s'est poursuivie grâce à diverses méthodes, notamment les fouilles traditionnelles, l'imagerie satellitaire et le géoradar. Ces outils ont permis plusieurs découvertes, mais aucune n'a égalé la richesse de celle de Toutankhamon. Des théories spéculatives existent concernant les tombes non découvertes de grands pharaons tels que Thoutmôsis II, Ramsès VIII ou même Cléopâtre VII, mais aucune preuve définitive n'a encore été trouvée pour les localiser. Parallèlement, le marché des antiquités et les fouilles de l'époque coloniale ont également contribué à la dispersion d'objets égyptiens, dont beaucoup sont aujourd'hui conservés dans des musées et des collections privées du monde entier. Le déplacement, légal ou illégal, d'objets au cours des 2 derniers siècles complexifie les archives historiques. Dans certains cas, des tombes ont été pillées lors des premières expéditions européennes, avant que des méthodes archéologiques appropriées ne soient mises en place. La question de savoir si les trésors des pharaons ont été perdus ou volés est donc complexe, impliquant des facteurs à la fois anciens et modernes. La plupart des spécialistes s'accordent à dire que le pillage de tombes était répandu dans l'Antiquité et que de nombreux objets de valeur ont été fondus, échangés ou réutilisés dans d'autres contextes. D'autres avancent que certaines tombes pourraient encore être cachées, notamment dans des régions moins explorées de Haute, Égypte ou sous des implantations modernes. Les véritables bâtisseurs des pyramides, esclaves, extraterrestres ou civilisations oubliées, la construction des pyramides d'Égypte, et en particulier de la grande pyramide de Gizeh, fait l'objet d'études, de spéculations et de débats constants.
construite sous la 4e dynastie vers 2560 av. J.C. sous le règne du pharaon Khéops. La Grande Pyramide est l'une des réalisations architecturales les plus célèbres du monde antique. Pendant longtemps, on a largement cru que les pyramides avaient été construites par un grand nombre d'esclaves travaillant dans des conditions difficiles. Cette croyance était en partie influencée par des interprétations historiques remontant à Hérodote et renforcée par des récits culturels ultérieurs. Cependant, les preuves archéologiques modernes ne corroborent pas la théorie selon laquelle les constructeurs des pyramides étaient des esclaves. Des fouilles menées près du plateau de Gizeh à la fin du XXe et au début du XXIe siècle ont mis au jour des villages ouvriers, abritant des dortoirs, des boulangeries, des brasseries et des établissements médicaux, suggérant que la main-d'œuvre était composée d'ouvriers qualifiés et de travailleurs saisonniers. Ces personnes étaient probablement recrutées dans toute l'Égypte et travaillaient par équipes tournantes. La présence de logements bien aménagés et de traces d'un approvisionnement alimentaire suffisant indique que les ouvriers étaient logés, nourris et pris en charge par l'État, ce qui correspond à une main-d'œuvre ayant un rôle reconnu dans la société plutôt qu'à une main-d'œuvre composée d'esclaves. Les inscriptions découvertes sur le site comprennent des graffitis identifiant des équipes de travail portant des noms tels que les Amis de Khéops, ce qui renforce l'idée que ces ouvriers avaient un but et une appartenance. Une autre théorie, répandue dans la culture populaire, suggère que les pyramides auraient été construites avec l'aide d'êtres extraterrestres. Cette théorie suggère que la précision, l'échelle et l'alignement des structures dépassent les capacités des civilisations antiques. Ses partisans soutiennent que certains aspects techniques, tels que le poids et la disposition des blocs de pierre, n'auraient pas pu être réalisés avec les outils et méthodes disponibles à l'époque. Cependant, aucune preuve matérielle ou textuelle ne vient étayer l'implication d'entités extraterrestres. Les études archéologiques et d'ingénierie classique ont démontré que les anciens Égyptiens possédaient les compétences organisationnelles, les connaissances en mathématiques et la capacité de travail manuel nécessaires à la construction de telles structures. Les techniques utilisant des outils en cuivre, des marteaux de pierre, des masses et l'utilisation de rampes sont cohérentes avec les preuves disponibles et ont été reproduites expérimentalement à l'époque moderne. La théorie extraterrestre n'est pas considérée comme crédible par les chercheurs universitaires en raison de son manque de fondement empirique et de son recours à des interprétations spéculatives. Une troisième théorie postule que les pyramides seraient l'œuvre d'une civilisation perdue ou oubliée, antérieure ou influencée par l'Égypte ancienne. Les défenseurs de cette idée font souvent référence à la conception avancée des pyramides et spéculent que des cultures antérieures, inconnues, auraient transmis des connaissances architecturales à des sociétés ultérieures. Si cette théorie reconnaît l'implication humaine, elle manque souvent de contexte archéologique vérifiable. Il n'existe actuellement aucune preuve matérielle ou documentaire étayant l'existence d'une telle civilisation capable de construire des pyramides avant l'émergence connue des structures étatiques de l'Égypte antique. La chronologie de la civilisation égyptienne est corroborée par des datations au radiocarbone, des listes royales et des analyses d'artefacts cohérentes. Aucune preuve crédible n'a été trouvée d'une culture de haute technologie antérieure, opérant dans la vallée du Nil ou ailleurs, ayant influencé la construction des pyramides. Le consensus académique est que les pyramides ont été construites par les Égyptiens eux-mêmes au cours d'une période historique bien documentée. Le processus de construction était le fruit d'une planification centralisée, d'un travail organisé et de techniques architecturales en constante évolution. Les motivations de la construction des pyramides étaient religieuses et politiques, servant de tombeaux et de symboles de l'autorité pharaonique et du lien divin. Les preuves issues des fouilles archéologiques, des textes anciens et des études comparatives suggèrent une main-d'œuvre qualifiée, organisée et soutenue par une société complexe. L'intérêt persistant pour les théories alternatives reflète une fascination culturelle plus large que des recherches historiques approfondies. En attendant l'apparition de nouvelles preuves remettant en cause les connaissances actuelles, les véritables bâtisseurs des pyramides sont plus précisément identifiés comme étant les anciens Égyptiens, travaillant sous l'autorité de leurs dirigeants avec les ressources et les connaissances disponibles à leur époque.
L'idée que les anciens Égyptiens aient pu ériger de telles structures monumentales fascine et intrigue depuis des siècles. Pourtant, en dépit des nombreuses spéculations qui ont vu le jour au fil du temps, les recherches archéologiques et historiques modernes permettent aujourd'hui de mieux comprendre les mécanismes de cette entreprise titanesque et de rétablir certains faits. Les pyramides, en particulier celles du plateau de Gizeh, témoignent d'un niveau d'organisation sociale, logistique et technique remarquable, bien au-delà de ce que la théorie des esclaves ou des interventions exogènes laisse entendre. Les fouilles entreprises à proximité des pyramides ont révélé des informations précieuses sur les conditions de vie des ouvriers. Contrairement à la vision hollywoodienne de masses d'esclaves enchaînés travaillant sous le fouet, les travailleurs vivaient dans des logements construits spécifiquement pour eux et nourris avec des rations importantes de pain et de viande, et recevant même des soins médicaux. Des squelettes retrouvés sur le site portent des traces de fractures guéries, preuve que les blessés étaient soignés. Ces éléments montrent que les bâtisseurs bénéficiaient d'un statut reconnu dans la société, ce qui n'est pas compatible avec celui d'un esclave anonyme et corvéable à merci. Les noms retrouvés dans des graffitis muraux, souvent humoristiques ou pleins d'orgueil, tels que les buveurs de Khéops ou les amis de Khéops, suggèrent également une camaraderie et une organisation d'équipe structurée. Ces graffitis sont des témoignages précieux de l'implication humaine directe et de la fierté ressentie par ces ouvriers dans leur travail. Ils montrent que la construction des pyramides faisait partie intégrante d'un projet étatique, mobilisant les ressources du pays et les compétences d'artisans de haut niveau. Quant aux théories extraterrestres, bien qu'elles continuent de séduire l'imaginaire collectif, elles se heurtent à un mur de rationalité. La croyance selon laquelle les Égyptiens n'auraient pas pu, avec les moyens de leur époque, concevoir et ériger des édifices d'une telle ampleur repose souvent sur une sous-estimation profonde des savoir-faire anciens. Les mathématiques, l'astronomie, la géométrie et la gestion de grands projets étaient des disciplines bien maîtrisées par les élites égyptiennes. Comme le prouvent les textes anciens, les outils retrouvés et la précision des constructions. Les expérimentations modernes menées par des ingénieurs et archéologues ont démontré qu'il est tout à fait possible de déplacer et positionner des blocs de pierre massifs avec les technologies de l'époque, notamment par l'usage de traîneaux, de leviers et de rampes en pierre ou en briques crues. Il n'est donc pas nécessaire d'invoquer une technologie supérieure ou des interventions surnaturelles pour expliquer leur construction. Les partisans d'une civilisation oubliée, tout comme ceux des extraterrestres, commettent une erreur méthodologique en posant l'absence de preuves comme une preuve en soi. Si une telle culture antérieure avait réellement existé, on en aurait retrouvé des traces, des outils, des vestiges, des tombes, des objets, autant d'éléments tangibles que l'archéologie s'est identifiée et interprétée. Or, rien de tel n'a été découvert dans le contexte de la vallée du Nil ni ailleurs, qui justifierait une remise en question du cadre chronologique et culturel actuel de l'Égypte ancienne. Les dates obtenues par le radiocarbone, la stratigraphie, les artefacts et les documents administratifs convergent toutes vers une origine bien ancrée dans la Hiveb dynastie égyptienne. Il y a plus de 400-500 ans, la fascination pour ces hypothèses alternatives révèle souvent une méfiance envers les institutions académiques, un attrait pour le mystère, et parfois une forme inconsciente d'eurocentrisme qui suppose que des peuples anciens, non occidentaux, n'auraient pu accomplir de tels exploits sans aide extérieure. Ce raisonnement, au fond, refuse de reconnaître l'ingéniosité humaine là où elle s'est pourtant brillamment exprimée. Les Égyptiens étaient des bâtisseurs, des astronomes, des artistes, des ingénieurs, des administrateurs, des hommes et des femmes capables de transformer une vision divine et politique en réalité de pierre, en alliant foi, pouvoir et technique. Il est également important de considérer le contexte religieux et symbolique des pyramides. Elles n'étaient pas de simples tombeaux, mais des monuments funéraires intégrés dans une cosmologie complexe. La guerre de Troie, vérité historique ou épopée inventée. La guerre de Troie est l'un des récits les plus connus de la littérature antique, principalement préservé à travers les poèmes épiques attribués à Homère, en particulier le Iliadette, le Odyssée par le prince troyen Paris. La guerre, telle que décrite dans ces épopées, comprend des batailles entre héros légendaires, des interventions divines et des événements dramatiques culminant avec la destruction de Troie.
Pendant des siècles, ce récit a été considéré comme purement mythologique. Cependant, la question de savoir si une guerre réelle a inspiré ces œuvres littéraires reste un sujet de recherche scientifique. La première tentative majeure d'associer le récit homérique à un événement historique a eu lieu à la fin du XIXe siècle, lorsque l'archéologue allemand Heinrich Schliemann a fouillé un site dans le nord-ouest de l'Anatolie, aujourd'hui identifié comme Isserlik. Schliemann pensait avoir découvert les ruines de l'ancienne Troie, et des fouilles ultérieures menées par d'autres archéologues ont confirmé la présence de multiples couches d'habitat, certaines datant de la fin de l'âge du bronze. Parmi ces couches, 3 Huitia, datées d'environ 1300-1190 av. J.C., présentent des traces de destruction violente que certains chercheurs ont liées à la possible origine historique de la guerre de Troie. Néanmoins, aucune preuve directe confirmant les événements spécifiques décrits dans les poèmes homériques n'a été trouvée. Les vestiges archéologiques indiquent que Troie était une ville importante, dotée de fortifications et de traces de commerce et d'interaction avec d'autres cultures. Cependant, l'ampleur et la nature du conflit déduite du site ne correspondent pas nécessairement au récit élaboré des épopées. Le récit littéraire comprend de nombreux éléments surnaturels et des représentations idéalisées du combat, suggérant que la version d'Homère a été davantage façonnée par la tradition orale et les besoins poétiques que par des documents historiques précis. La composition du Iliade est généralement datée du 8e siècle avant notre ère, plusieurs siècles après les événements supposés de la guerre de Troie. Ce décalage temporel soulève des questions quant à l'exactitude des informations et au degré de préservation de la mémoire historique. La transmission orale des récits au fil des générations a probablement entraîné des modifications, des embellissements et la fusion de différentes traditions. Par conséquent, même si un conflit réel a inspiré le récit, les détails pourraient avoir peu de ressemblance avec les événements réels. Outre les sources grecques, des références à une ville ressemblant à Troie ont été trouvées dans des textes hittites du 2e millénaire avant notre ère. Ces textes font référence à une ville appelée Wilusa, que certains chercheurs identifient à Ilios, un autre nom de Troie. Ils mentionnent également des conflits impliquant des États d'Anatolie occidentale et un peuple appelé les Ahiawa, qui pourrait correspondre aux Achéens de la tradition homérique. Si ces références suggèrent des interactions entre les Grecs mycéniens et les puissances anatoliennes, elles ne fournissent pas de récit clair, ni ne confirment l'existence d'une guerre de grande ampleur autour d'un incident isolé. Les textes hittites sont de nature diplomatique et administrative et sont dépourvus de la structure dramatique des épopées homériques. Par conséquent, bien qu'ils apportent un soutien contextuel au contact et aux éventuelles tensions entre les régions, ils ne confirment pas l'existence de la guerre de Troie telle que décrite dans la littérature grecque. L'idée que cette guerre ait été entièrement inventée ne peut être écartée. La poésie épique mêle souvent mythe et histoire, utilisant des lieux connus et la mémoire culturelle comme trame narrative. Les personnages de la Iliade et Odysséile s'agit probablement de compositions fictives plutôt que de représentations fidèles d'individus historiques. La représentation de la guerre, des codes d'honneur et de l'influence divine reflète les valeurs et la vision du monde de l'époque à laquelle les poèmes ont été composés, et non nécessairement les conditions réelles de la fin de l'âge du bronze. Le débat sur la guerre de Troie se poursuit en raison de preuves limitées et peu concluantes. Certains chercheurs soutiennent que la couche de destruction de Trois Huitia pourrait refléter un tremblement de terre ou un conflit interne plutôt qu'une invasion étrangère. D'autres soutiennent qu'un événement historique, aujourd'hui occulté par le temps et les transformations poétiques, a servi de base au récit légendaire. Les archives brûlées de l'ancienne Carthage, un effacement délibéré par Rome. Carthage était une ancienne cité, État situé dans ce qui est aujourd'hui la Tunisie. Elle fut fondée par des colons phéniciens originaires de Tyr, probablement à la fin du IXe siècle avant J.C. Au fil du temps, Carthage devint une puissance maritime et commerciale dominante en Méditerranée occidentale. Son influence s'étendit à l'Afrique du Nord, à certaines parties de l'Espagne et à diverses îles, dont la Sardaigne, la Corse et la Sicile. Carthage maintint un système politique complexe, pratiqua un commerce lointain et développa ses propres écrits et sa propre littérature en langue punique,
une variante du phénicien. Malgré ses réussites culturelles et économiques, Carthage est surtout connue pour son conflit avec Rome. La rivalité entre les deux puissances culmina dans 3 conflits majeurs connus sous le nom de guerre punique. La plus célèbre d'entre elles fut la deuxième guerre punique, au cours de laquelle le général carthaginois Hannibal traversa les Alpes et remporta plusieurs victoires militaires en Italie. Cependant, Carthage fut finalement vaincue, et le conflit final, la troisième guerre punique, aboutit à la destruction complète de la ville en 146 av. J.C. Les forces romaines, sous le commandement de Scipion Émilien, s'emparèrent de Carthage après un siège prolongé. La ville fut systématiquement démolie et sa population fut massacrée ou vendue comme esclave. Des sources contemporaines affirment que la ville fut incendiée. L'ampleur exacte des destructions est incertaine, mais les pertes concernaient non seulement les infrastructures, mais aussi le patrimoine culturel et intellectuel. Carthage avait produit son propre corpus de textes historiques, scientifiques et religieux, principalement rédigés en punique. Peu de ses œuvres survécurent à la conquête romaine. Certains chercheurs suggèrent que l'incendie de Carthage entraîna l'effacement délibéré de son patrimoine écrit. Les sources romaines, notamment les écrits d'auteurs tels que Tite Live et Appien, décrivent la destruction en termes dramatiques, soulignant le caractère complet de la conquête. Cependant, ces récits sont d'origine romaine et pourraient refléter des motivations idéologiques. Rome a présenté la destruction de Carthage comme une nécessité morale et stratégique, la présentant comme la fin justifiée d'une longue et dangereuse rivalité. L'absence de texte punique a contribué à une compréhension limitée de la société carthaginoise, la plupart des connaissances provenant d'auteurs grecs et romains. Ces perspectives extérieures présentent souvent Carthage sous un jour négatif, mettant l'accent sur ses agressions militaires, ses pratiques religieuses et sa duplicité perçue. De ce fait, on ignore dans quelle mesure la production intellectuelle carthaginoise a été préservée ou intentionnellement détruite. Certains documents puniques auraient été emportés à Rome et conservés dans des bibliothèques, mais les références à ces documents sont rares. Quelques inscriptions puniques ont survécu, ainsi que des fragments d'écrits agricoles attribués à l'auteur carthaginois Magon. Traduits en latin et en grec avant la chute de la ville, ils ont ensuite influencé les pratiques agricoles romaines. Cependant, la grande majorité de la littérature et des documents puniques n'a pas été retrouvée. L'hypothèse selon laquelle Rome aurait délibérément effacé la culture carthaginoise repose sur le contexte politique et militaire de l'époque. Carthage n'était pas seulement un ennemi vaincu, mais aussi un symbole de résistance et une source potentielle de troubles. L'élimination de sa mémoire culturelle a peu être contribué à renforcer la domination romaine et à décourager toute opposition future. L'incendie des archives, la destruction des temples et la dispersion de la population ont tous contribué à la perte de la continuité culturelle. Cependant, il est également possible que ces destructions ne visaient pas spécifiquement à effacer la littérature, mais s'inscrivaient dans une campagne plus vaste de guerre totale. Dans l'Antiquité, l'incendie des villes entraînait souvent la destruction accidentelle d'archives et de bibliothèques. Sans preuve plus directe, il est difficile de déterminer si la perte des archives carthaginoises était un acte calculé ou une conséquence d'une conquête militaire. Les fouilles archéologiques menées dans la région ont permis de retrouver quelques inscriptions et vestiges de la culture matérielle, mais ces découvertes offrent un aperçu limité de la vie intellectuelle de la ville. La langue punique, autrefois parlée dans toute la Méditerranée occidentale, a progressivement disparu avec la domination du latin. Au fil du temps, Carthage a été reconstruite par les Romains en tant que colonie, mais la culture d'origine n'a pas survécu. Les légendes du Grand Déluge sont-elles des mythes mondiaux ou une histoire supprimée? Le concept de Grand Déluge est présent dans de nombreuses traditions culturelles à travers le monde. Des récits impliquant un déluge de grande ampleur, détruisant une grande partie de l'humanité et remodelant la terre, apparaissent dans des textes anciens, des traditions orales et des écrits religieux de diverses régions. L'exemple le plus connu est le récit biblique de l'Arche de Noé, rapporté dans le livre de la Genèse. Parmi les autres récits marquants du déluge, on peut citer l'épopée mésopotamienne de Gilgamesh, dans laquelle un personnage nommé Utnapishtim survit à un déluge envoyé par Dieu, et le récit hindou de Manu, averti par un poisson de l'imminence d'un déluge et construisant un bateau pour préserver la vie.
Des thèmes similaires sont présents dans le mythe grec de Deucalion et Pyrrha, les légendes chinoises de Yu le Grand et divers récits autochtones d'Amérique, d'Afrique et d'Océanie. Ces récits répandus ont donné lieu à des spéculations sur leurs origines. Certains pensent que les récits de déluge représentent des développements mythologiques indépendants reflétant les réactions humaines aux catastrophes naturelles, telles que les crues fluviales, les tempêtes côtières ou les pluies saisonnières. Selon cette théorie, la récurrence des mythes du déluge est attribuée à l'expérience commune des communautés vivant à proximité des plans d'eau. Ces récits remplissent des fonctions symboliques ou religieuses, fournissant des explications sur les caractéristiques géologiques, le jugement divin ou les origines humaines. Les différences de détails, de contexte et d'interprétation théologique entre les cultures étayent l'idée d'un développement parallèle plutôt que d'une origine commune. Une autre interprétation suggère que la diffusion mondiale des mythes du déluge renvoie à un événement historique ou à une série d'événements ayant marqué durablement les premières sociétés humaines. Cette théorie propose qu'un déluge régional important, comme l'inondation post-glaciaire des zones côtières ou l'inondation soudaine des terres basses, ait pu être préservé dans les traditions orales et transmis de génération en génération. Une possibilité fréquemment évoquée est l'inondation de la région de la mer Noire vers 5600 av. J.C., qui, selon certains chercheurs, aurait pu inspirer les récits de déluge antiques au Proche-Orient. Cependant, cette hypothèse reste spéculative, et le lien entre les événements géologiques et les mythes spécifiques n'est pas définitivement prouvé. L'interprétation des mythes du déluge comme une histoire occultée repose sur l'idée que certaines connaissances sur les catastrophes mondiales passées ont été intentionnellement occultées, altérées ou rejetées par les civilisations ou institutions ultérieures. Les partisans de cette théorie soutiennent que les sociétés anciennes ont pu conserver des récits précis d'événements cataclysmiques sous forme symbolique, réinterprétés ultérieurement comme des allégories ou des paraboles religieuses. Il suggère que les premiers témoignages de ces événements ont été perdus, détruits ou délibérément exclus des histoires officielles. Cette théorie est souvent associée à l'archéologie alternative et aux travaux universitaires marginaux, qui manquent généralement de soutien de la recherche universitaire traditionnelle. Il n'existe aucune preuve vérifiable que les récits du déluge aient été systématiquement occultés ou qu'ils dissimulent des informations sur un événement mondial unique d'ampleur historique. L'absence de données géologiques cohérentes étayant un déluge mondial au cours de l'histoire de l'humanité affaiblit encore davantage les affirmations d'une réalité historique occultée. Les récits du déluge varient considérablement en termes de chronologie, d'échelle et de contexte culturel, ce qui complique les tentatives de les interpréter comme des récits déformés d'une catastrophe commune. De plus, la plupart des civilisations anciennes manquaient de communication mondiale, ce qui rendait improbable la diffusion d'un récit de déluge unique à travers des régions isolées. Les normes méthodologiques de la recherche historique et archéologique exigent une corrélation entre les preuves matérielles, l'analyse textuelle et les données environnementales. Si les mythes du déluge constituent des sujets importants pour l'étude de la mythologie et des religions comparées, leur valeur réside principalement dans ce qu'ils révèlent des croyances, des valeurs et de la conscience environnementale des cultures anciennes. Les interprétations qui présentent ces mythes comme une histoire occultée ont tendance à s'appuyer sur des liens circonstanciels et ne répondent pas aux normes de preuves requises pour tirer des conclusions historiques. Le véritable destin de Cléopâtre, suicide, assassinat ou dissimulation politique. Cléopâtre VII fut la dernière souveraine active du royaume ptolémaïque d'Égypte. Elle régna de 51 av, G.C. jusqu'à sa mort en 30 av, G.C. Son règne marqua le dernier chapitre de l'Égypte hellénistique, fondée après la mort d'Alexandre le Grand. Cléopâtre est surtout connue pour ses alliances politiques et ses relations personnelles avec Jules César puis Marc-Antoine, après la défaite des forces d'Antoine et de Cléopâtre à la bataille d'Actium en 31 av. J.C. Octave, plus tard Auguste, entreprit de consolider le contrôle romain sur l'Égypte. En août 30 av, J.C., peu après son arrivée à Alexandrie, Cléopâtre mourut. Des sources antiques telles que Plutarque et Dion Cassius affirment que Cléopâtre se suicida,
traditionnellement au moyen d'un aspic, un serpent venimeux. Cette version des faits fut largement acceptée dans les récits romains et historiques ultérieurs. Selon la tradition, Cléopâtre choisit le suicide pour éviter l'humiliation lors d'un triomphe romain et pour conserver un certain contrôle sur son héritage. Cependant, des doutes subsistent quant à l'exactitude de ce récit. Les sources décrivant sa mort ont été écrites des années, voire des décennies, après les faits et ont été influencées par le contexte politique. Les auteurs romains ont souvent dépeint Cléopâtre comme une figure dangereuse et manipulatrice, reflétant le besoin d'Octave de justifier sa conquête de l'Égypte et la fin de la dynastie ptolémaïque. Certains chercheurs se demandent si la mort de Cléopâtre était véritablement un acte volontaire ou si elle avait été manipulée pour le paraître. Aucune preuve matérielle définitive n'a été trouvée pour confirmer la méthode ou la cause de sa mort. L'utilisation d'un serpent, bien que symboliquement importante dans la tradition égyptienne, pose des difficultés pratiques et biologiques. D'autres théories évoquent la possibilité d'un poison administré par d'autres moyens ou l'utilisation d'un instrument tranchant, deux éléments mentionnés dans divers récits antiques. Compte tenu de l'absence de témoins directs et du décalage temporel entre l'événement et les sources écrites, les détails restent incertains. Une autre hypothèse suggère que Cléopâtre aurait été assassinée, soit sur ordre d'Octave, soit par des agents agissant avec une approbation officieuse. Si Octave pensait que la survie de Cléopâtre menaçait la stabilité politique ou l'opinion publique romaine, sa mort aurait pu être considérée comme une mesure nécessaire. Cependant, aucun document romain n'accuse directement Octave d'être impliqué dans sa mort. Le récit officiel soulignait plutôt que son suicide était un acte personnel, éliminant ainsi toute responsabilité romaine. Cette version des événements servait des intérêts politiques en permettant à Octave de se vanter de sa magnanimité et de se présenter comme clément. L'hypothèse d'une dissimulation politique par laquelle la mort de Cléopâtre aurait été déformée pour occulter les circonstances réelles ne peut être totalement exclue, mais manque de preuves concluantes. L'absence de sources égyptiennes limite encore davantage la possibilité de reconstituer ces derniers jours d'un point de vue non romain. L'administration ptolémaïque étant démantelée et les institutions égyptiennes indigènes sous contrôle romain, peu de voix contemporaines émanant d'Égypte ont survécu. La transformation de Cléopâtre en symbole, tant dans la propagande romaine que dans l'imaginaire historique ultérieur, a encore obscurci les détails factuels. Sa mort marqua la fin de sa dynastie et de l'indépendance de l'Égypte, qui devint une province romaine administrée directement par l'empereur. Cette transition s'accompagna de tentatives visant à légitimer l'autorité romaine et à atténuer l'héritage du régime précédent. Dans ce contexte, les circonstances de la mort de Cléopâtre furent façonnées par des priorités politiques et des commodités narratives. Au fil du temps, le récit traditionnel de son suicide fut repris et développé dans la littérature, le théâtre et l'art, contribuant à la persistance d'une image simplifiée et romancée. La recherche moderne continue de réévaluer les sources disponibles et d'envisager des explications alternatives, mais le manque de documentation primaire limite la portée des conclusions définitives. La véritable nature de la mort de Cléopâtre reste incertaine. Si l'opinion dominante continue de privilégier le suicide, la possibilité d'un assassinat ou d'une manipulation politique entourant l'événement n'a pas été réfutée. Les preuves sont circonstancielles et les motivations des personnes impliquées restent sujettes à interprétation. Tant que de nouvelles découvertes archéologiques ou textuelles ne seront pas faites, le sort réel de Cléopâtre continuera de relever de spéculations éclairées plutôt que de faits établis.